quand même le seul mec que je connais qui appelle des haters sur Instagram. C'est quoi ton commentaire de merde? Quel commentaire? Je me souviens pas. Et si tu recommences, sache mon passé, tu vois, militaire, au GIGN, je peux avoir ton adresse IP. Et demain, je suis chez toi. J'ai fait 20 ans d'armée, donc 15 années au GIGN. Je m'appelle Aton, je suis acteur. J'ai sorti un livre qui avait cartonné, qui s'appelait Confession d'un Ops. Que les frères Kouachi étaient dans ce bureau-là. Et les chroniqueurs me disent, Badou, on pensait que t'étais raciste, on pensait que t'étais ultra-droite et tout. Les gens de gauche, comme ils m'ont pulvérisé, t'es à Monaco, et des suites, je fais des trucs énormes. Quand je rentrais chez moi, on était à 7-8 degrés dans le salon. J'étais très déçu de Cyril Diabaté. Donc j'ai eu des propositions par Frank Ropers et Fred Mastro pour déposer plainte. De quoi tu vis aujourd'hui? J'ai la chance maintenant de vendre des conférences. J'ai pas de mal à dire le chiffre, je vais le dire maintenant que je le vends. Salut Aton, merci de venir hors champ. Salut Adjai, merci à toi pour l'invitation. Et merci à Fojo. Longue histoire qui dure. Longue histoire. Donc pour la petite histoire, c'est vrai qu'on s'était contacté sur Instagram au tout début de l'aventure Fojo. On faisait même pas du marketing d'influence. Et au tout début de l'aventure Aton. C'est vrai. Parce qu'on était en quelle période? C'était début 2019? Ouais, c'était avant le Covid. Donc jadis. Ouais. Il était une fois. Jadis, il était une fois. Donc c'est vrai qu'on s'était fait la petite visio. De mémoire, je t'avais fait un plan marketing parce que je me suis dit, putain, ce mec, il a un potentiel et finalement, il l'exploite pas à fond d'un point de vue marketing. Ouais. On s'était bien entendu. Ouais. Et je le redis face caméra parce qu'on te l'a beaucoup dit, mais c'est vraiment toi qui nous a lancé. Au début, on était juste 3 mecs avec un petit projet et des CDI sur le côté. On a fait nos premières opérations avec toi. On a fait la live class, la conférence. Ouais. Et quand on a fait nos 10 000 premiers euros, bon, je pense qu'on peut dire le montant maintenant, on s'était pris pour les rois du pétrole, on a quitté notre job et c'est vraiment toi qui as lancé ça, quoi. Ah bah écoute, franchement, moi j'en suis très fier. Et puis en même temps, je vais dire, c'est moi, mais c'est vous. Moi, je suis juste un vecteur qui vous a accompagné. Mais c'est vous qui avez fait le taf. Et franchement, si j'avais fait ça avec vous, parce que déjà, ta première présentation, parce qu'à l'époque, tu vois, quand je suis sorti, il y a eu beaucoup de sollicitations. Mais les gens attendaient sur moi pour créer quelque chose. Ils voyaient un potentiel, bon, ok. Sauf que toi, t'es arrivé et tu nous as fait PowerPoint et tout, machin. Je dis, oula, lui, ouais, c'est sérieux. Et on y a cru, et puis on a bien fait d'y croire, parce que, regarde. Ouais, 3 ans après, et c'est marrant, on pourra un peu comparer l'évolution de toutes les interviews qu'on a fait, parce qu'on a fait une en 2019, une en 2020, une en 2021, et là en 2024, tu vois, le chemin parcouru. Ouais, c'est chouette. T'arrives à savourer, toi, le chemin parcouru comme ça? Moi, j'ai un peu de mal. Dans des moments de déprime, parce qu'il y en a forcément, tu vois, quand tu es très ambitieux et que tu te prends des râteaux, beaucoup de désillusions, et donc il y a des moments, tu es un peu en perte de vitesse, et je me dis, ok, là, je suis pas bien sur ce qui est à venir, parce que je l'entrevois pas. Je me dis, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Et quand je me retourne, tu vois, il y a encore pas si longtemps que ça, non pas que j'étais en déprime, mais je regardais les films qui ont été faits, les livres. Je me dis quand même, en 6 ans, ouais, j'ai pas traîné, quoi. Et moi, j'ai l'impression d'être à 10% de ce que je peux faire. Parce que j'ai pas... je suis tout seul, quoi, dans mon délire et dans mon ambition. Et c'est pas évident de s'allier. Il y a eu pas mal de désillusions, donc du coup, pas mal de trahisons aussi. Et du coup, j'ai pas envie de me tromper, donc je vais à mon rythme. Mais mine de rien, je comprends pourquoi je suis fatigué. Ouais. Parce que et ça rejoint un peu une question qu'on se posait tous. Tu vois, ici, on a une coutume, c'est de donner un mot pour avoir ton avis dessus. Il y en a un qui te caractérise particulièrement et tu peux parler très longtemps dessus, c'est l'engagement. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, ta vie passée, présent, futur? J'interromps le podcast quelques secondes. Avec l'équipe, on se plie vraiment en 4 pour te donner un super podcast et inviter toujours plus de célébrités et d'influenceurs que tu suis au jour le jour pour voir ce qui se passe hors champ dans leur quotidien. Alors si t'as aimé l'épisode, mets-nous 5 étoiles sur toutes les plateformes, abonne-toi et surtout dis-nous en commentaire qui tu voudrais voir dans les prochains invités. Je t'embête pas plus. L'engagement, c'est ce qui se perd actuellement, du moins c'est ce que je remarque. C'est ce qu'il y avait dans l'armée, là où j'étais dans une bulle de confort. Ça va paraître très aux antipodes de ce que les gens peuvent croire. Mais le GIGN, on est quand même dans une bulle relativement confortable, où on a un logement de fonction, on a un salaire qui tombe tous les mois. Alors oui, qui n'est pas forcément mirobolant par rapport
aux heures données, au temps passé, à la disponibilité, et puis à ce qu'on risque. Mais finalement, ouais, l'engagement, c'était ça. Il y avait un contrat, euh, tout était respecté. Et autour de moi, j'avais vraiment une équipe où chacun tenait ses engagements. Hmm. On fait un briefing, chacun sait ce qu'il a à faire, il s'engage à le faire. Hmm. Quand j'ai quitté, que j'ai commencé à être sollicité, moi, j'ai rien demandé en fait. Même les interviews, tout m'est tombé dessus assez rapidement, les collaborations. Et on faisait des réunions et je disais, bah ok, bah moi, ma partie, c'est ça et je m'engage. Hmm. Et en face de moi, il y avait des gens qui ils employaient pas le mot Hmm. engagement. Et je comprends, parce qu'en fait, il n'y en avait pas. Donc l'engagement, c'est plutôt la fiabilité, si on le prend comme ça. C'est la fiabilité, c'est la loyauté, ça regroupe tout un tas de choses. Quand je te dis demain je serai là à 8h, c'est je serai là à 8h. C'est ce que j'ai dit aux équipes, en tout cas à ceux qui ne te connaissaient pas. J'ai aucune peur avec Aton. On va lui dire 16h, à 15h54, il sera là. Mais j'étais là, Et ben oui, j'ai vu, et j'ai J'étais loupé là. ton appel. mais j'étais là à -10. Et alors parfois c'est pas une science exacte, Mm. mais pour moi c'est mon image, c'est le respect des personnes avec qui je vais collaborer, qui vont m'employer. C'est la première des choses, quoi. Mm. C'était ce que disait Johnny Depp sur les tournages. Il disait un grand acteur, un professionnel, on le reconnaît à trois choses. Il connaît son texte par cœur, il est toujours à l'heure et il respecte son équipe. Mm. Voilà. Et je pense que j'y crois. J'y crois. Donc c'est des valeurs vraiment basiques que tu essayes vraiment d'appliquer au jour le jour. Ouais. Mais je me force pas forcément, quoi. Mm. Je pense qu'on a tous des qualités et des défauts. J'ai des défauts, mais peut-être dans le milieu professionnel, au GIGN, qui pouvait se voir, parce que j'étais un peu un électron libre. Donc c'était ça aussi, cette soif de liberté, d'aller la chercher, de confronter. J'étais beaucoup dans la confrontation, mais j'étais jeune. Je suis rentré très jeune au GIGN et je pense que je comprends pourquoi ils veulent prendre un petit peu plus âgé. Parce que pendant 5 ans, j'étais intenable, quoi. T'étais vraiment chien fou à Ouais, ce point-là? Ouais, je pense, ouais. Mm. Ouais. Moi, tu pouvais me donner être troisième de colonne, je finissais, je pouvais être premier. Mm. Donc, c'était passer devant les autres. Alors, c'était pas les écraser, mais il y avait toujours ce challenge. J'étais le chien fou. Mm. Je voyais un ancien, je l'ai respecté, mais je l'ai titillé. Fallait que fallait que je bouge tout le monde, quoi. Donc, parfois, ça passait pour de l'arrogance. C'était pas toujours bien pris. Quand je disais, ouais, je suis sûr que je fais mieux que toi en tir, je fais mieux que toi et que je gagnais, c'était il se la pète, voilà. Mais pas du tout, j'avais besoin de ça, quoi. Le GIGN, c'est quand même, je pense, le mythe fondateur un peu de ta notoriété et même de ta vie, peut-être. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu veux bien nous résumer un peu ton parcours? Alors le parcours, je vais partir du bac, je passe un bac scientifique. Quelques années avant, je voulais être acteur. Je suis témoin de l'opération de Marignane devant ma télé, j'avais 16 ans. Je me dresse un plan de carrière. Je vois que les acteurs qui marchent bien, Stallone, Van Damme, tout ça, avaient à peu près entre 40 et 50 ans. Donc je me dis, pour être acteur connu, faut attendre peut-être les 40 ans. Et avant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars aux États-Unis? Parce que c'était l'idée, en fait, de partir aux États-Unis, un peu comme Jean-Claude Van Damme, et puis tenter ma chance. Je vois Marignane et je me dis, bah, en fait, je me renseigne sur le GIGN et je vois qu'eux quittent la vie militaire à peu près à 40 ans. Donc je me dis, bah, ça tombe bien, mais en fait, je rentre à 25 ans au GIGN, à 40 ans, je quitte, et j'ai pile poil l'âge pour être acteur. Et bah, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai fait une carrière de 15 années au GIGN, je suis passé avant au premier RCP, où j'ai fait mon service, régiment chasseur parachutiste. Quelques galères entre les deux, parce que j'avais un dossier civil un peu merdique, pas mal de bastons, voilà, de bagarres de rue. La fameuse bagarre du bar. En plus, qui va faire l'objet d'un roman. J'ai appris ça il n'y a pas tellement longtemps. ben. J'ai été interviewé là-dessus et voilà. Et donc, plutôt sympa après coup, hein. Et puis, 15 années au GIGN où j'ai vraiment côtoyé la violence sous toutes ses formes, mais d'ampleur, on va dire, en France comme à l'étranger. Riche carrière qui se termine avec la médaille militaire, la Légion d'honneur, auquel Fodjo a participé. Eh oui, j'étais témoin oculaire. Les rares invités, chers à mon cœur. Et puis ensuite, l'écriture d'un livre qui n'était pas forcément prévu. GIGN Confession d'un Ops. Mais comment on passe de défoncer des portes, faire exploser des voitures à écrire un livre? Ça semble vraiment aux antipodes. Justement, j'avais pas envie d'écrire de livre parce que c'est assez mal vu en fait en interne. Dans l'armée française, d'une manière générale, quelqu'un qui raconte ses guerres,
c'est quelqu'un qui manque d'humilité et qui se met en avant. Alors, par rapport à ça, j'avais vraiment pas envie. Mais mon co-auteur, Jean-Luc Riva et François de Saint-Exupéry, l'éditeur, Nimrod, m'ont dit est-ce que tu es satisfait que l'image que le GIGN a dans le milieu civil? Je dis non. Les gens, en fait, fantasment le GIGN. C'est pas vraiment la réalité et c'est méconnu et ils nous prennent pour ce qu'on n'est pas. Alors, non pas que ça me gêne plus que ça, mais non, c'était pas satisfaisant. Et puis, c'était est-ce que toi, à 16 ans, quand tu as eu la vocation, est-ce que tu aurais aimé avoir un livre tel que toi, tu pourrais l'écrire? Pas un récit, mais un récit avec vraiment du ressenti, avec un partage sincère. Ah, j'ai dit, ouais, j'aurais aimé. Bah, fais-le pour la jeunesse. J'ai pesé le pour et le contre, ce que j'allais prendre dans la gueule, ce que j'allais apporter. Mais j'ai dit, moi, qu'est-ce que je risque? Je vais attiser la haine de certains. Est-ce qu'elle sera rationnelle? Ce sera de la jalousie, ou au pire, ce sera ça. Mais bon, allez, on va le faire pour la jeunesse. On l'a fait, plus de 100 000 ventes. Derrière, beaucoup d'interviews, beaucoup de demandes d'interviews, parce que j'étais la curiosité, le premier, en fait, à partager de manière spontanée, comme ça, authentique, un peu naïf. Et je regrette pas. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai pris dans la gueule? Ah oui, bah, ça, pour le coup, on était vraiment aux premières loges. T'as vraiment pété avec le QG. Enfin, le premier livre, t'as fait exploser. Ouais. T'es passé au QG, t'as fait, je crois, une trentaine de millions de vues juste sur les En- les channels officiels. Ouais, après, en cumulé, on était à 70 millions, je crois, d'après. Et après, il y a eu toutes les capsules qui ont été reprises. Ouais. Donc tout ce qui est non officiel. Donc habituellement, tu deviens un peu célèbre par palier. Mm. Bon, il y a un moment où ça se décante, mais toi, il n'y avait aucune volonté d'être célèbre, Non. aucune volonté de s'exposer. Une volonté d'être acteur. Ouais. Et la conséquence, en fait, d'être acteur, c'est la notoriété. Mais c'est une conséquence. Je voulais rentrer dans le milieu artistique de manière discrète, sans parler du GIGN. Et puis derrière, ça se serait peut-être su. Et je trouvais beaucoup plus classe qu'on l'apprenne plus tard. Mais ce livre, je l'ai jugé utile. Mais qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as vraiment eu ce raz-de-marée? Parce que j'imagine que t'étais pas du tout prêt. Tu t'es pointé à un tournage comme ça. Tu savais peut-être pas forcément à quoi t'attendre. Et là, d'un jour à l'autre, on te reconnaît dans la rue. T'as des haters, t'as des fans. Enfin, comment tu le vis, toi, à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'aide à pas péter un câble et à devenir un de toi ou Aussi, à te prendre par Rambo? j'ai pété des T'as câbles pété des câbles? chez moi, dans ma chambre. Non, si tu veux, j'ai toujours voulu être acteur. J'ai toujours su que j'allais atteindre mes objectifs. Quand je parlais avant du GIGN, je disais pas si je rentre au GIGN, je disais quand je serai au GIGN. Ça a souvent été pris j'étais pris pour un mec qui se la pétait, qui était très présomptueux de ses capacités. Mais finalement, Dans 2 ans, j'y suis, c'est ça? dans 2 ans, j'y suis au GIGN. Et 2 ans après, j'y étais. Je me suis toujours préparé. Quand j'étais au GIGN, j'étais déjà un acteur. Avant de préparer les tests du GN, j'étais un acteur parce que c'est mon premier métier, c'est le premier métier que j'ai toujours voulu faire. Donc je savais qu'un jour je serais connu et qu'on me reconnaîtrait très certainement dans la rue, etc. etc. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, plus vite que prévu, par le biais de ce livre. Pas comme je le voulais, mais c'est arrivé. Ce qui m'a fait bizarre, c'est une fois, j'arrivais à Montparnasse, j'étais dans le train et j'arrivais à Montparnasse et le contrôleur me dit vous êtes à Tonne? Je dis oui, on est très content de vous avoir dans le train. Je dis, merci, c'est gentil. Je présente ma carte et tout. Et il dit, ah, c'est bon, on sait, voilà. Et il me dit, quand vous allez arriver, si vous voulez une sortie discrète, vous prenez les ascenseurs qui sont sur les quais, vous montez. Et là, en général, toutes les personnes connues font ça. Je dis, bah merci. Puis en sortant, je dis, oh, attends quand même, quoi. J'arrive, il était vers 22h, 22h30. Et je prends ma petite valise, et je longe les quais, et je vais en fait, tu sais, au quai, là où se rejoignent tous les quais, à la gare de Montparnasse. Et là, j'entends « Non, c'est à Tonne !» Et là, les gens viennent, je fais des selfies, mais ils sont 2 trop au début. Et après, tous les gens qui étaient autour sont commencés à venir et à me poser des questions. Et je me suis retrouvé presque en conférence de presse improvisée. Et là, quand j'ai quitté, j'ai fait « Ah ouais, quand même. » C'était peut-être une semaine après le QG, quoi. C'était... Et après, je les mesurais en allant faire mes courses, en allant au resto, les têtes sortaient, les gens qui commençaient à me filmer. Et puis j'ai dit, je savais que ça allait arriver. Donc ça m'a pas non plus choqué outre mesure, quoi. Et même les chiffres, parce que de mémoire, tu étais passé de, bon, pas 0, mais de quelques centaines à genre 70 000 followers en 2-3 mois. Alors ça, sur les réseaux sociaux, tu sais, j'ai toujours pris ça. Je m'y suis mis assez tôt. Je me souviens, j'étais en Libye en 2013. Je m'inscrivais sur Instagram en Philippe B. Et puis ensuite, c'est passé à Tonne.
Mais la notoriété, si tu veux, les followers, j'ai jamais vraiment, ça n'a jamais été quelque chose d'important pour moi. Donc, non pas que je sois blasé, je suis pas du tout blasé, et je prends pas mes followers pour rien, parce que c'est satisfaisant de voir qu'on passe la barrière des 100 000. Mais pour moi, il y a autant de gens curieux, de gens qui vont me suivre avec intérêt ou pas, Hmm. de haters, de tout ça. En fait, c'est tout un mélange qui fait que c'est pas ça qui me touche le plus. T'as pas l'excitation des chiffres et de te dire ah tiens t'as liké la story, il y a eu tant de partages, ah là ça marche moins bien. Tu sais ce truc humain d'aller actualiser 40 fois par jour et surtout bah, toi Non, en ton cas ça tombe quoi. je l'ai été un peu au début, Hmm. parce que ça s'est emballé vite. Donc j'étais curieux de ça. Puis dans mon entourage, les gens s'emballaient plus que moi Hmm. par rapport à ça. Hmm. Mais personnellement, non. Moi, je suis resté, en fait, tu sais, attaché à ce cercle intime, tu sais, bah, dont vous faites partie, tu vois. On reste un peu en famille, en Hmm. confiance. Et tout ce qu'il y a autour, je reste très méfiant, tu vois. Par contre, ce qui a quand même changé, ce qui m'a fait le plus drôle, c'est le regard des autres. Hmm. Moi, sincèrement, je pense pas avoir changé. Enfin, tu me connais depuis le début. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de sollicitations, forcément des ventes, un peu d'argent, beaucoup de croyances sur une richesse. Mhm. Genre, on croit riche. Euh, je crois pas avoir vraiment changé, quoi. Enfin, tu vois, Non je pense pas non plus. Ouais. je reste vraiment le même. Par contre, le regard des gens a changé. Et c'était ce que m'avaient dit quelques personnalités que j'ai croisées. On m'a dit, tu verras, tu vas changer. Parce que forcément, le succès, mais tu vas suivre ton évolution, mais une évolution qui est un peu en marge. Hmm. Le cinéma, le GIGN, c'est assez en marge. Donc, tu vas avoir cette évolution qui va être un peu en marge par rapport au reste de la société ou ton cercle intime ou de cercle de connaissances. Et c'est le regard des autres, ouais, qui change. Mm. Quand je vois que je vais au GIGN et que j'ai des collègues qui font des selfies avec moi, ça me fait bizarre. Hmm. Parce que moi, je me revois avec eux. En fait, il s'est rien passé presque dans ma tête, hein, quand je les vois tous les mois pratiquement. Mais eux me voient un peu différemment. Mm. Et des amis, ouais, quand ils voient qu'ils veulent un selfie pour prouver qu'on fait partie du cercle intime ou tout, c'est bizarre, quoi. Ouais. Et ça, t'as réussi à t'habituer ou est-ce qu'il y a des gens où ça t'a plus gêné que d'autres, par exemple, où tu te dis ah merde, là il me voit plus comme son pote ou son Ouais, voisin ou je sais pas quoi. ouais, je vais pas mentir. Ouais. Je le comprends. Et c'est une certaine fierté, parce que ça montre une certaine réussite, tu vois, quelque part. Mm. Mais en même temps, tu sais, quand tu as un rapport avec quelqu'un et que tu le vois pas pendant 1 an ou 2, que tu as fait du chemin, mais lui aussi, il en a fait, quand tu le revois, il te regarde et il te parle un peu comme un fan te parlerait. Putain, je t'ai vu à Ouais. la télé, Ouais. machin. Euh, ouais, mais c'est du pro, Mm. c'est autre chose. Mais nous, Mm. on en est où, tu vois? Ouais. Moi, j'aime bien aller au GIGN, me remémorer les missions, les bons moments, les mauvais moments, mais en occultant complètement cette partie médiatique. Mm. Et quand cette partie médiatique s'invite dans des lieux que j'ai connus avant, ah, ça me gêne Ouais. un peu. Bah, tu vois, c'est marrant que tu dis ça. Moi, ça le fait quand je vais voir d'anciens potes. Enfin, d'anciens potes. Tu sais, je suis originaire de Seine-et-Marne. Là, je traîne beaucoup à Paris. Et c'est vrai que tu vois, tu as des amis où ça fait 5 10 ans qu'ils font le même boulot. Et toi, c'est pas que tu as évolué mieux qu'eux ou je sais pas quoi. C'est juste que tu as fait plein de trucs différents dans plein d'univers différents. Et je sens un peu ce piédestal des fois et je me dis, mais en fait, les gars, enfin, je travaille comme vous. C'est juste que des fois, je fais des trucs plus visibles ou que tu vois sur YouTube ou je ne sais quoi. La Mais visibilité donne beaucoup de croyances. ouais, donc, je trouve quand même que des fois, il y a effectivement un écart un peu bizarre qui s'installe. Mais toi, à ton niveau, ça va vraiment être pire, quoi. Ça biaise la Mm. relation, si tu veux. Mm. Moi, par exemple, il y a beaucoup de gens, j'ai cette chance d'avoir beaucoup de gens qui me contactent. Je ne prospecte pas Mm. pour travailler. C'est une chance inouïe, tu vois. Je cherche pas les conférences. Elles viennent comme ça, en DM, sur LinkedIn, sur Insta. Les tournages, j'ai pas d'agent. Mm. J'en ai eu un qui m'a abandonné très tôt. Possibilité d'en avoir un deuxième qui m'a dit finalement, j'aurais rien à te proposer. Et finalement, j'ai quand même quelques propositions. Mm. S'il y a des choses que je refuse, il y a des choses que j'accepte. Mm. C'est déjà une chance, c'est d'avoir le choix, quoi. Mm. Et puis, sur les livres, bah, j'ai la chance d'avoir un co-auteur, Jean-Luc Riva, avec qui est en train de me donner un héritage énorme. Tout ce que lui a travaillé en écriture, il me le donne. Donc, bah, je me fais plaisir à ça, parce que ça, par contre, c'est ma liberté. J'écris quand je veux, ce que je veux. Là, on va sortir un roman.
Mais c'est vrai que sorti de là, les gens ont beaucoup de croyances quoi, par rapport à ça et ça Mm. biaise. Et moi, j'ai besoin, en fait, dans tout ce tourbillon d'événements, de tout ce qui se passe, de me raccrocher à des choses solides. Mm. Et pour moi, que ce soit l'unité, le GIGN ou ma famille, c'est solide. Et j'aime pas, quand j'y vais, que la partie médiatique s'invite dedans. Mm. J'aime bien rester au GIGN, je serais plus le Philippe B. Ouais. J'ai- Aton est là, Aton, ouais. Alors, même parfois, mes collègues se sentent obligés de juger Aton. Ils te donnent leur avis, peut-être, Ouais, non sollicité. ouais, moi, je suis d'accord avec ça, ça, je suis pas. Ah, ça, c'est génial. Bon, quand c'est génial, c'est bien, mais quand ils sont pas d'accord, ils n'ont, comme parfois certains officiers disent, vous n'avez pas tous les éléments. Mm. Et là, maintenant, je le mesure. Mm. Vous n'avez pas tous les éléments de ma vie, vous vous faites en fonction d'une croyance et de votre vision. Mais ma vision, elle est totalement différente. Et puis, je suis Mm. tout seul à naviguer. Mm. Là, je navigue dans le Pacifique, hein, et Ouais. je suis comme Mm. d'Aboville. Je Mm. rame, je rame. Mm. Je m'en sors pas trop mal, mais 20 coups de rame pour avancer de 30 centimètres. Mm. Et ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Ouais. Donc, parfois, un jugement sur un livre. Ouais, ton livre, je sais pas. C'est un an de boulot. Mm. C'est un an de boulot, c'est un an de promo. C'est. Tant que tu sois pas d'accord, ok, mais est-ce que tu l'as lu? Et souvent, si tu l'as lu, non, j'ai vu juste des passages. Mm. Et ça, c'est. Et tu as parlé tout à l'heure, tu vois, d'Aton qui s'invite dans Philippe. Alors, je sais pas si c'est un sujet que tu veux bien mentionner, mais tu as eu un agent au début Mm. qui était une amie initialement. Ah oui, Et, oui. et, ça a bien marché. Elle était là avant l'explosion, pendant l'explosion. Mm. Et ça a finalement fini par exploser en cours de route. Et comment ça t'a affecté cet épisode-là? Ah, ça m'a beaucoup affecté parce que c'était vraiment quelqu'un de très proche, quoi, une amie, quoi, tu vois, vraiment, tu sais, tu vois, c'est Bien sûr. et en fait, c'est assez compliqué d'en parler parce qu'il y avait vraiment, il y avait un gros potentiel dans ce binôme et je peux pas la juger comme ça, tu vois, sans lui donner la parole, ça se fait pas. Et puis j'ai trop de respect, même si je trouve qu'elle en a manqué pour moi. Moi, voilà, je reste respectueux de la personne, mais ce qui a été fait n'était pas correct selon moi. Et en même temps, je suis pas dans sa vie. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, tu vois, moi j'ai ma vision sur mes problèmes, ma manière de les gérer, et elle a sa vision sur ses problèmes et ses moyens de les résoudre. Mm. J'ai le sentiment d'avoir été un peu utilisé, mais quand ça vient de quelqu'un de proche, ça te fait beaucoup plus mal. Mm. Beaucoup de gens m'ont utilisé quand j'ai quitté, ont utilisé ma visibilité. Alors, ça peut être des jeunes startups, tu vois, mais comme vous avez utilisé aussi mais c'était équitable. Mm. Et souvent, c'était pas du tout équitable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réussi ensuite et qui m'ont complètement mis sur la touche. Et puis, il y a des gens qui se sont servis de ma notoriété, de mon image, et qui l'ont sali, ou qui m'ont pas respecté. Et quand c'est quelqu'un de proche, bah forcément, ça fait beaucoup plus mal. Mm. J'ai eu du mal à m'en remettre, je vais pas cacher, hein. Je suis même parti aux États-Unis après ça, pour tenter autre chose, quoi. Mm. C'est toujours en cours, hein, les États-Unis. Après, je suis revenu, mais je veux pas rester sur une rancœur ou sur quelque chose. Voilà, je passe. Mm. Je C'est passe. vrai que nous, de l'extérieur, on avait la conséquence parce que, bon, du coup, on la connaît très bien aussi. Mm. Et c'est vrai que quand on bossait avec vous, on sentait vraiment sa grande implication et sa grande énergie. Et le duo fonctionnait très bien. Ouais. Et on a senti un avant et un après. Et c'est intéressant d'avoir ta vision aussi parce qu'au final, c'était pas mieux avant ou mieux après. T'as pris quand même un virage. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as toujours réussi à tenir la route. Mais où est-ce que tu vas chercher en fait cette résilience? Parce qu'il y en a plein qui auraient abandonné en cours de route. Oh là oui. Et encore, je peux te dire que les gens ne savent pas tout, quoi. Mm. Qu'est-ce que les gens ne savent pas que tu n'as jamais dit? Oh, les galères financières. Ouais. C'est-à-dire que quand on me voyait j'ai eu ce qui paraît anodin, hein, le chauffage chez soi, dans sa maison, avoir une maison chauffée. Je l'ai eu en 2022 ou 2022 peut-être. Ouais. De toute façon, mettre de la 2021, science-fiction 2022. dit comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce chauffage? Non, c'est qu'en fait, j'ai acheté Mm. une maison en 2016 suite aux attentats. Les familles étaient menacées. Donc en 2016, j'ai décidé que ma famille allait habiter en province, dans le Loiret. On a acheté une maison qui était une belle maison, pas très chère.
par rapport à ce qu'elle avait enfin, visuellement. J'ai compris après parce qu'elle n'était pas isolée. Mais quand on l'a acheté, on ne savait pas et il y avait une belle chaudière et tout, mais ça ne fonctionnait pas. On a dépensé 1 800 € de fuel en 2 mois. Donc on s'est dit, bon, ben, on a cramé la chaudière, donc on va pas dépenser plus. Et en fait, en 2019, j'ai la notoriété. On me déroule parfois le tapis rouge. Je vais manger dans des restos de malades. Je suis logé sur des conférences. J'étais à Monaco, mais des suites, des trucs, c'était énorme par rapport à ce que je représentais. Et quand je rentrais chez moi, bah, avec ma femme, je voyais ma femme qui était en survêt, le bonnet sur la tête. On dormait au pied d'une cheminée. Alors, on avait aménagé l'isolation pour les enfants. Donc, moi, je cramais l'argent que je gagnais, je le mettais dedans. J'avais un gros crédit immobilier. Donc, et il faut savoir que moi, j'ai quitté, pas sur un choix, mais aussi sur une réforme. C'est-à-dire qu'on me dit, bon, voilà, c'est terminé. Tu as une prothèse au cervical, tu es moitié sourd d'une oreille, c'est terminé. Tu quittes. C'est pas forcément pas prévu. Gros crédit immobilier. J'avais pratiquement 2000 € à l'époque et j'avais 1600 € de retraite à l'époque. Avant que tu sais, tout ce qui va être expertise pour avoir un fonds de pension, que ce soit calculé et que je l'obtienne, ça a mis 2 ans. Donc, bah, je gagne ce que gagne un auteur. J'étais au début 56 centimes par livre. Donc, il faut en vendre beaucoup. Hein. Oui, même à Et les 100 gens 000, voyaient c'est les pas- chiffres. ouais. Les gens voyaient les chiffres. Ils se disaient, mais il est riche. Il faisait 21 fois 10 000, 21 fois 50 000. Putain, Anton, t'es blindé. Alors après, c'est vrai que je me faisais le plaisir d'acheter des montres du GIGN et je les montrais. Mais nous, on les a pas au même prix qu'elles sont dans le commerce. Et puis parfois, c'était des achats que j'avais prévus avant, mais je me disais, merde, ça. Donc, financièrement, il y a eu des périodes extrêmement dures. Pas d'isolation. Donc, je me suis levé une fois, en pleine nuit, pour aller pisser comme tout le monde. Et j'ai regardé le thermomètre et on était à moins, alors pas moins 10, hein, on était à moins de 10 degrés. On devait être à 7, 8 degrés dans le salon. Ouais. Et là, j'ai fait, putain, et ma femme, tu vois, dormir, on était habillés, on dormait habillés. Et je faisais des stories, ma femme elle me voyait faire des stories. J'enlevais le gros pull, j'enlevais le bonnet, je faisais comme si dans la maison il faisait chaud, mais il y avait de la buée. Il avait, Il y avait de la buée et certains le voyaient. Mm. Et ils disaient, putain, mais chez toi, je dis, ouais, chez moi, j'ai pas l'isolation. Après, j'ai eu l'isolation, j'ai fait les travaux, mais c'est des choix personnels, en fait. Après, j'ai emmené ma famille dans un choix artistique, parce que ce choix-là, le choix du GIGN, c'est un choix familial. Hein. Quand on s'engage au GIGN, c'est toute la famille qui subit les absences, enfin, qui subit le rythme du GIGN et l'engagement. Et quand on fait le choix artistique, bah, c'est d'avoir du boulot, de ne pas en avoir. Et comme tout le monde croyait que je roulais sur l'orbe, ne me proposait pas forcément de boulot, au cinéma, on pensait que je ne voulais que des premiers rôles, donc on ne me proposait pas forcément des petits rôles. Alors ça arrivait de temps en temps, et puis beaucoup de sollicitations gratuites, parce qu'on me croyait riche. Ouais. Et moi, j'y répondais. Je faisais que du gratuit. Des conférences gratuites, de la visibilité gratuite. Et j'allais même pour des associations, j'allais aider des associations pour les blessés de guerre, alors que j'avais une situation personnelle critique. Mais du coup, tu trouves qu'il y a un grand écart entre ce que les gens pensent quand tu es célèbre, ils projettent immédiatement de la richesse, alors qu'au final, tu as des problèmes comme tout le monde, quoi. Ouais, et puis je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul, que beaucoup d'artistes qu'on voit à la télé parfois assez régulièrement ont un tel train de vie qu'ils ont du mal à mener et qui cherchent. Alors on va pas se plaindre, hein, c'est pas parce que c'est un choix. Mais comment tu la monétises, du coup? Parce que tu as quand même fait un lourd travail, tu as une audience, tu travailles tous les jours quand même sur ton Instagram, tu Ouais. publies très régulièrement. De quoi tu vis aujourd'hui? Je suis extrêmement mauvais pour me vendre. J'ai du mal. Alors j'ai la chance maintenant de vendre des conférences. C'est à la marge, je prospecte pas, mais quand je demande c'est plusieurs milliers d'euros. Alors Normal. voilà, j'ai pas de mal à dire le chiffre, je vais le dire. Maintenant, je demande 10 000. Alors c'est rare hein, d'avoir des conférences à 10 000. Après, c'est négociable. Je pense que tu sais comme je suis, je peux être généreux. En disant ça, je pense pas que je m'avance sur une qualité que je n'aurais pas. Je pense que je l'ai vraiment, sincèrement. Donc, bah, parfois, je suis capable de fortement réduire. Moins maintenant, parce que j'ai ma femme derrière qui me stoppe et qui me dit non, faut apprendre à dire non. Mais j'ai eu beaucoup de mal à faire ça. Donc, je vis des conférences de temps en temps que je peux avoir, du cinéma de temps en temps, mais il y a beaucoup de désillusions dans le cinéma. C'est-à-dire que potentiellement, je peux gagner 300 à 400 000 € sur un film, en premier rôle, avec pas mal de jours de tournage.
comme je peux gagner 2000 balles sur une journée de tournage, Ouais. mais ce qui est énorme. Mm. Mais c'est pas tous les mois. Ouais, c'est irrégulier. C'est irrégulier, c'est très irrégulier. Et Mm. après, j'ai les ventes de livres, comme il y en a 3 maintenant, qui de temps en temps viennent. Et puis des rediffusions, par exemple, la série Dérapage qui va ressortir, Mm. et je vais avoir 700 balles qui va Mm. tomber de. Et puis après, ça va être des collaborations avec des marques. Mm. Mais souvent, je m'associe qu'avec des gens sérieux. Et c'est très difficile de trouver des gens sérieux qui payent. Et très Mm. souvent, c'est des marques qui me proposent rien financièrement, mais qui vont m'offrir un objet et je vais en faire la pub. Et je vais en Mm. faire la pub même 6 mois après parce que je crois en valeurs qui sont portées par la société et j'ai envie de. Mais moi qui m'aide? Et à un moment donné, j'ai tapé un petit coup de gueule sur Insta il n'y a pas tellement longtemps, une story. Je dis, mais vous me demandez, parce que dans la même journée, je regarde mes messages, j'ai 20 sollicitations de pub Mm. par jour pour des associations, pour des livres. Normalement, quand tu es auteur, tu fais pas la pub des autres Ouais, livres. d'autres livres. Ouais. Mm. Parce que moi, j'en vis. J'ai gavé de gens qui écrivent en hobby et qui me demandent de leur faire leur pub. Mm. Tu vas pas demander à un plombier de faire la pub du plombier qui est à 3 rues de lui, quoi. Ouais. Bah, je le fais. Est-ce que je suis con? Je pense pas. Trop bon? Trop con? Tu vois, il y a. Bah, pour te connaître à titre personnel, je pense que tu as une caractéristique qui est assez rare et qui parfois te porte préjudice et parfois au contraire t'aide beaucoup. Je pense que tu surdélivres. En fait, Ouais. peu importe ce que tu promets et peu importe à quel prix on te contacte pour avoir une conférence ou quoi que ce soit, en fait, tu arrives baqué. En fait, tu as un mec qui bosse avant, qui bosse pendant et qui bosse après. C'est ça. Et c'est déjà rare en fait de trouver des gens qui travaillent sur une seule de ces phases. Et toi, tu arrives à travailler sur les 3. Mhm. Tu vois, pour les conférences en ligne qu'on a fait, nous, à chaque fois, avec les gars, on était impressionnés parce que, en fait, pour rappeler à l'audience, on faisait des conférences en ligne payantes destinées à un tout petit public, c'était 200 personnes maximum, Ouais. où tu délivrais vraiment un max de valeur de tout ce que tu avais appris de tes années au GIGN. Et on était impressionnés parce que, déjà, à chaque réunion, tu étais à l'heure, ce qui, dans ce métier, n'est pas forcément très répandu. Mais surtout, tu arrivais avec des feuilles et des feuilles et des feuilles de taf fait en amont. Mm. Et en gros, on avait juste à discuter sur ce que tu avais travaillé, remettre de l'ordre et nous leur adapter, on va dire, à ce qu'on délivrait derrière. Mais est-ce que c'est pas ça qui te porte préjudice? C'est-à-dire que voilà, tu t'engages sur 100 et tu délivres 300 finalement. Ouais, c'est ça. Mm. Mais c'est ça, hein, et je pense que c'est. Alors, c'est mon problème. Ma femme me le dit beaucoup. C'est beaucoup d'énergie, énormément d'énergie que je crame, mais en même temps, j'y crois tellement. Et je peux pas faire moins. Et c'est comme ça aussi dans le cinéma. J'avais fait un casting pour Plus belle la vie. Et j'avais préparé mon rôle, mais vraiment à outrance. La directrice de casting me dit là, tu nous as présenté pour un long métrage, quoi, pour un film à 20h30, quoi, un cinéma. Tellement j'avais mis d'émotion, je m'étais torturé, tu vois. Et elle a dit non, recalibre-toi. Et moi, je n'arrive pas à me calibrer. Tu me demandes une conférence, tu vas me dire allez, t'es 2000 balles, 30 minutes de conférence. C'est quoi le contenu que tu veux? Et souvent, les gens sont très gourmands dans les contenus. Ils vont me donner des contenus où il me faut 4 heures. Un contenu, c'est 2 heures. Un sujet, c'est 2 heures. Gestion de crise, gestion du stress, la restructuration d'une entreprise, il me faut 2 heures pour ça. Et certains, en fait, veulent un maximum, en un minimum de temps. Tu sais, mais c'est cette consommation de connaissances. Et moi, en fait, je ne veux pas survoler le sujet. J'aborde un sujet, je veux aller à fond. Donc, je vais travailler en amont. Quand je prépare une conférence, ça peut être 3 semaines de travail. Et quand je la présente, la dernière que j'ai présentée, ils me font putain, waouh, ah ouais, on s'attendait à du contenu, mais pas à ce point-là. J'aurais fait un show, il y avait de l'émotion, il y avait du personnel, il y avait du pro, il y avait des tips qu'ils ont pris. Et à la fin, il me dit, ouais, ça les vaut, ouais. Bah oui, ça les vaut, oui, c'est parfait. Il n'y avait rien à dire. Mais pour moi, je représente aussi encore, malgré moi, les 4 lettres. Et je pense que voilà, je me dois de ça, mais je me dois aussi ça pour moi-même et pour Aton. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu dis, ça peut être vu un peu comme prétentieux? Ouais. Tu as beaucoup subi de critiques là-dessus. Ouais, il se la pète, il n'a pas vraiment fait ci, il n'a vraiment pas fait ça. Et pour le coup, à chaque argument, tu as cloué le bec de tout le monde. Ouais. Il paraît que tu n'étais pas au GIGN, tu as eu la Légion d'honneur. Il paraît que la balle dans le pied, c'était faux. Il paraît que tu étais raciste. Bon, j'espère que je peux le dire. Ta femme est noire, ton ancien agent était noir, tes enfants sont métis. Ta famille, c'est Benetton. Bah oui. Et La belle-mère asiatique. Ah oui, en plus. Ah oui, tu bah cumules, ouais. toi.
Non, mais, Mm. mais tu vois, c'est de la croyance encore. Mm. Et ça, par contre, j'en ai souffert. Ouais. Tu vois, qu'on me dise de moi, raciste. Mm. Putain, j'aime pas les cons. Et que tu sois noir ou blanc ou tout ce que tu veux, tu restes un con. Mais raciste, putain, non, je peux pas. Pas moi. Faut pas avoir lu mes livres. Faut pas avoir regardé mes contenus. Ma femme, une fois, me dit, écoute, putain, j'avais fait Radio Nova. Et les chroniqueurs me disent, bah nous, on pensait que t'étais raciste, on pensait que t'étais ultra-droite et tout. Je fais pas de politique. Et les gens de gauche, comme ils m'ont pulvérisé, les gens de gauche, le politiquement correct, tu vois, les gens qui disent, qui prennent certaines positions, ont cru que, comme j'étais ancien force de l'ordre, blanc, crâne Chauve. rasé, chauve, hétérosexuel, tout Mm. machin, tu vois, je rentre dans une case qui est forcément extrême droite, ultra droite, raciste. Et ben en fin de compte, j'ai presque envie de leur dire, mais si j'étais de gauche, mais vous m'avez viré, quoi, Mm. et je vais basculer de droite, de colère, tu Mm. vois. Non, mais moi, je ne rentre pas dans la politique. Je n'arrive pas à trouver, un juste milieu, quelque chose qui me corresponde, assez humaniste et en même temps assez ferme. Tu vois, Mm. on est Ouais. dans, j'aime la fermeté parce que Mm. je suis convaincu que c'est nécessaire, mais il faut un peu d'humanité et il faut un peu laisser de libre arbitre, tu vois, et de prendre des risques Mm. et de sanctionner derrière si on a pris trop de risques. Mais il faut avoir cette capacité Mm. de prévention et de Mm. répression. C'est très difficile de Mm. trouver le parti. Mm. Mais ouais, j'ai pris cher. Mais c'est les croyances. Mais là, tu vois, le débat, il est ultra polarisé. Avant, il était polarisé dans les PMU, dans la télé. Là, maintenant, il est polarisé sur les réseaux sociaux aussi. Mm. Est-ce que toi, tu le vois, ça? Est-ce que tu constates aussi un peu comme tout le monde que si tu es de gauche, en fait, tu dois absolument défendre toutes les idées de gauche, même si elles ne te correspondent pas. Mm. Celles de droite, si elles ne te correspondent pas, et qu'il n'y a plus vraiment de dialogue, en fait, entre les gens. C'est chacun récite son programme et il n'y a pas vraiment d'avancement. C'est pour ça que je délivre un peu moins de contenu personnel sur les réseaux, mais je suis pas le seul. Parce que, en fait, bon, je suis banni, mis sur la touche des algorithmes, et pourtant je fais quand même des vues. Mm. Donc je suis sollicité par des gens alors, de tous les. En fait, moi je suis invité partout, de tous Mm. les milieux. Et on me fait le reproche, les gens de droite me font le reproche d'aller sur des médias de gauche, et les gens de gauche me font des reproches parce que je vais sur les médias de droite. Mais en fait, c'est tellement polarisé, c'est tellement binaire que ça me dépasse en fait. Et moi, je m'y retrouve pas. Mm. Donc, je navigue et j'ai l'impression, comme je navigue, d'être pris pour le mec, un opportuniste. Donc, à un moment donné, je me retire. Donc le silence, là, c'est vraiment ta réponse. Parce que c'est vrai qu'on te voit un peu moins dans les médias à droite à gauche. Ouais, c'est ma réponse. À un moment, on te voyait partout. Mais du coup, est-ce qu'on doit en conclure que c'est la fin des Avengers avec Major Gérald et Greg Amema? On ne verra plus jamais les trois mousquetaires ensemble? Non, parce que moi, j'adore, franchement, les deux. Le Major Gérald, on communique de temps en temps. Greg MMA, je suis allé le voir à son combat. On a de super rapports. Après Karaté Bushido, il y a plus Greg, il fait plus le même travail. Et puis je trouve que Karaté Bushido a pris la ligne un peu MMA pure, avec tout ce qui s'est passé, tu vois, à me retomber dessus, les critiques, cette opposition. Mais c'est encore, on est encore dans le binaire Mm. MMA ou self-défense. Bon, moi, je suis pas là-dedans. Donc, quand je commence à prendre la parole, bah, j'ai des adeptes, j'ai des haters. Et en fait, les gens n'arrivent pas à prendre le recul nécessaire, mettre un peu d'intelligence et d'avoir des nuances. J'arrive plus à faire de l'humour quand m'essaye de temps en temps à l'humour. C'est souvent pris au premier degré. C'est une qualité hein, de comprendre l'humour. C'est une prise de recul. On appelle ça même de l'intelligence. Mm. Et je trouve que les réseaux sociaux en manquent cruellement parce qu'on est dans la consommation bête et Mm. méchante. Bête et méchante. Mm. C'est-à-dire qu'on va critiquer ce qu'on est incapable de faire et on va consommer bêtement un contenu sans aller chercher la source. Mm. Et parce que mon voisin ou parce que c'est politiquement correct de dire ça, je me ferai bien voir et je prends pas trop de risques. Tu regardes, les acteurs aujourd'hui ne prennent aucun risque. Donc pourquoi moi, j'en prendrais? Qu'est-ce que ça me rapporte? Et ma femme me le rappelle tous les jours. Mm. C'est pas... faut remplir le frigo, quoi. Donc il faut du monde quand même pour acheter. Et en même temps, j'ai envie de crier tellement de choses. J'ai surtout envie de dire, mais arrêtez d'être con, quoi. Tu parlais tout à l'heure de MMA et de self-défense. Mm. C'est un débat qui a vraiment eu lieu très longtemps entre Cyril Diabaté et Frank Ropers. Mhm. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'avais une image à te montrer.
T'as jamais réagi dessus. Et je voulais savoir ce que tu en pensais. Est-ce que tu peux peut-être décrire pour l'audience ce que tu vois sur le téléphone? Alors, ce que je vois, c'est Mixmen, nom Philippe B, j'aurais pu mettre. Nom de code Aton. Niveau de mytho, 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Particularité, ancien membre du GIGN. Et abonnement VIP à Netflix. Connaît tous les dialogues des films de Jean-Claude Van Damme par cœur. C'est vrai. Pouvoirs spéciaux, régénération, imagination surhumaine. Alors, régénération, c'est vrai, parce qu'en fait, je suis doté d'une très bonne génétique. Alors là encore, on va me prendre pour quelqu'un de prétentieux, mais il se trouve que, voilà, je pense que j'ai toujours fait en sorte d'être bien physiquement et mentalement. Imagination surhumaine, bah, pour écrire des livres, oui, il faut. Donc PV 900, je pense que c'est pas volé, c'est bien, c'est ridicule, Mm. mais je sais, en fait, c'est pas l'intention n'est pas sympa Mm. de faire ça. C'est là où je vais critiquer. Maintenant, est-ce que c'est méchant? Si ça en fait rire 10, bah, c'est bien. Pourquoi j'ai pas répondu à ça? Ouais, c'est ce que j'allais te demander parce que c'est vrai que tu as l'habitude d'être assez frontal d'habitude. Et là, bon, Cyril Diabaté qui balance ça sur, J'étais sur une très grosse audience. j'étais très déçu de Cyril Diabaté. Mm. C'est quelqu'un que je dissocie le combattant de l'homme. Très grand respect pour le combattant. Exceptionnel. Le mec était à l'UFC avant même qu'en France ça prenne cette ampleur. Il n'y a rien à Mm. dire. Il n'y a Champion rien du à monde de dire, boxe exemplaire. thaï. Et si tu veux, quand tu idolâtres un peu quelqu'un, tu vois, dans un sport comme moi, Van Damme, dans le cinéma d'action, ou Jean-Paul Belmondo, Stallone et tout, tu l'imagines, tu imagines l'homme. Et quand tu reçois ça, j'ai rien demandé. Moi, je veux dire, je suis mis dans une espèce de sauce qui ne me concerne pas. Moi, surtout que je suis pas dans le combat, self-défense, MMA. Je suis bien dans les deux domaines. Et même dans mon dernier livre, j'ai dit qu'il fallait faire une association des deux. Et quand j'ai vu ça, ma première réaction, ça a été la colère. De dire, mais alors déjà, est-ce que Cyril a un passé opérationnel militaire? Non. Donc déjà, rentrer dans le débat militaire sur une mission proprement dite, je vois pas. Est-ce qu'il a une connaissance en termes de balistique lésionnelle interne? Même là, déjà, je vais parler chinois. Non, il n'a pas d'expertise. Pourquoi il fait ça? J'ai cherché pourquoi il faisait ça. Il ne me connaît pas. Est-ce que c'est réellement une envie de chercher du mytho? En fait, il y avait déjà toutes les preuves. Le sujet avait déjà été abordé. Les preuves avaient déjà été données. Je dis, qu'est-ce que je vais répondre à ça? En fait, ils cherchent un buzz, comme Booba et Karis, tu vois, à faire. Et si je rentre dedans, mais j'en finis pas, en fait. Donc, j'ai eu des propositions par Frank Ropers et Fred Mastro pour déposer plainte. Je dis, moi, je ne mettrai pas un copec dedans, mais s'il doit être sanctionné, moi, je vous suis, quoi. Mm. Voilà, c'était ça le truc. Donc, j'ai eu des gendarmes qui ont fait un dossier, alors pas forcément sur Diabaté, mais surtout les haters, qui m'ont remis un dossier que j'avais remis au procureur du Loiret. Ça n'a pas fait suite, mais le dossier était béton, hein. Les gendarmes, franchement, ils ont été super cool avec moi. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier? Tous les mots des haters, les menaces et tout ça. Tout ce que moi, j'avais même pas vu, quoi. Et Diabaté, je crois qu'il était dans le lot. Donc, il y avait vraiment un dossier solide. Et je me suis posé la question, tu vois. Je me suis dit, qu'est-ce qu'un opérationnel du GIGN? C'est un guerrier. C'est un guerrier dans le sens où il combat, il engage pas des blessures, pas l'arcade ouverte, pas le nez pété, pas un poignet cassé. Il engage sa vie. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui se font sauter sur des IED, une balle dans la tête, ça tue, ça éclate la tête. Une 5,56, une 7,62, ça éclate la tête. Et je dis, moi, je fais partie de ces gens-là qui font ça et qui prennent ces risques-là. Donc, je suis un guerrier. Qu'est-ce qu'un combattant de MMA? C'est un sportif. C'est un sportif avec un esprit de guerrier. Mais c'est pas un guerrier. Cédric Doumbé avait parlé de ça, avait dit, ouais, quand on part sur le combat, c'est un peu comme un soldat. Je voulais lui dire, Cyril, tu prends pas les mêmes risques. Tu prends des risques, mais si tu prends une branlée, je veux dire, c'est ton amour-propre. Et puis, on va dire, il est courageux, il a pris une branlée, mais il est courageux. Donc tu t'en remettras. Mais quand tu vas au front, quand tu fais face à des talibans, quand tu fais face à des terroristes, que ce soit les Kouachi, que ce soit n'importe qui vont te polycribler de balles,
C'est pas la même que tu te retrouves à pisser à mort ou à pisser dans une poche ou chier dans une poche à vie sur un fauteuil roulant. C'est pas les mêmes Mm. enjeux, quoi. Pour le coup, pour connaître un peu Et, Cédric, je pense que ce qu'il voulait dire. et Oui, payer pardon, beaucoup moins. Et payer et beaucoup payer moins. beaucoup moins. Bah, pour connaître un peu Cédric, est-ce que ce qu'il voulait pas dire, c'était dans le cerveau, tu sais, la réaction que tu as, c'est que tu as peur de prendre un KO et effectivement te pisser dessus dans l'octogone ou Mais quoi qu'est-ce. Toi qui as fait les deux. alors, c'est pour Si ça tu dois juger un peu les niveaux d'intensité. non, c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu faire une story en, en titillant un peu, en charriant euh, Cédric. C'est Cédric Doumbé. C'est pas Cyril et Cédric. J'ai voulu le titiller un peu. Et j'ai dit, ok, je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire. Et il est sur un plateau, je sais ce que c'est d'être sur un plateau. On a les questions, d'un petit stress même si on ne le montre pas. Il a dit ça. Je pense plus de la maladresse et je sais ce qu'il veut dire, mais c'était un petit peu maladroit de la manière dont c'était dit, pris par les ops, tu vois. Mm. Et pour répondre à Cyril, pour moi, un guerrier n'a pas à répondre sur de l'opérationnel, sur du combat pur à un sportif. Voilà. Un guerrier ne répond pas sur de l'opérationnel à un sportif. C'est ma seule réponse. Tu penses qu'il n'est pas légitime de parler dessus, qu'il devrait même pas aborder le sujet? Mais il m'aurait appelé, il m'aurait dit, ouais, Aton, voilà, je doute. Bon, alors déjà, pardon, t'es qui pour douter Mm. de ce que je dis? Mais admettons, soit je te respecte, t'es Cyril Diabaté, je te respecte et je vais te donner une réponse. Bah, tu vois ce que tu as vu, Mm. ce que j'ai pas voulu montrer, mais il l'aurait vu. Mm. Et ce qu'il y a, c'est que beaucoup de gens du MMA que j'ai rencontrés, parce que je fais des événements MMA, sont venus me voir. Ils m'ont dit, ouais, machin, nana, il y a ça. J'ai dit, les gars, vous savez quoi, je vais arrêter de parler. J'ai regardé. Mm. Regardez les dates, regardez la preuve, machin. Mm. Ah ouais, c'est vrai que j'ai eu énormément de chance. Une balle de 5,56 qui traverse un pied, il y a une chance sur 1 million pour que tu t'en sortes comme je m'en sors, indemne. Normalement, ce qu'on appelle tu as une cavité permanente, c'est-à-dire que la balle, quand elle passe, elle t'arrache les chairs. C'est ce qui s'est produit. Et tu as une cavité temporaire, c'est-à-dire c'est l'énergie de la balle qui, en fait, ça fait comme une espèce de truc d'énergie comme ça, et ça casse les os. Et où je l'ai prise, normalement, les os auraient dû casser. Mm. Ça s'est pas produit. Le radiologue, il dit c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Ça s'est infecté après. Enfin, j'ai raconté ça déjà, même j'ai raconté sur le QG. Mm. Bon, voilà quoi. Je veux Mais dire. en fait, c'est quand même fou parce que, comme pour tout le reste, tu as l'intégralité des éléments que j'ai effectivement vus en off pour clouer le bec à tout le monde. Mhm. Ça te démange pas? Si, ça me démange. Et qu'est-ce qui Mais te retient? qui je suis et qui je dois être. Mm. Je suis Aton. Je suis pas une serpillière. Donc, soit tu crois. Alors, on va dire, il parle de lui comme de long à la troisième personne, mais à un moment donné, il faut être conscient que quand on se fixe un objectif, moi, Aton, c'est l'acteur que je rêve d'être. Tu vois, je vois cette image. Là, on est dans le développement personnel presque. Hein. Mm. Je le vois. Je veux en être digne. Je cours après Aton. Tu vois, moi, le gamin que j'étais, cours après cette image qui n'est pas qu'une image, qui est réellement un homme, un personnage. Et un guerrier ne se rabaisse pas à parler Attention, hein, je ne veux pas dire que le guerrier est supérieur au sportif, mais dans le domaine d'expertise où Diabaté veut m'emmener, c'est un dialogue de guerrier et de militaire, Mm. ou de médecin. J'invite pas un combattant de MMA pour parler balistique lésionnelle interne, la chance que j'ai pu avoir ou la malchance. Mm. S'il veut en parler, il vient Moi, je suis le sachant, et il vient pour qu'on lui apprenne ce que c'est que la balistique lésionnelle interne. Et même suite à cette interview, c'est même pas la peine qu'il essaie d'attaquer pour surenchérir, parce que je ne répondrai pas. S'il veut qu'on en parle en off, on en parlera, mais j'ai pas à me justifier, en fait, à qui que ce soit. Maintenant, je l'ai fait, hein. Je me suis mais beaucoup trop justifié sur les réseaux. Beaucoup trop. J'ai même appelé des haters. Mm. Oui, alors ça, c'est un très bon point. Tu es quand même le seul mec que je connais qui appelle des haters sur Instagram. Mhm. C'est vrai que déjà, la fonction appeler d'Instagram n'est pas très utilisée. Je pense que tu es le seul en France. Je l'ai fait sur Messenger Ah aussi. oui. Mais raconte-nous, qu'est-ce qui t'a pris? Certains, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait mes gamins qui avaient mal pris, je ne sais plus ce que c'était, un commentaire, on me montre, puis on en vient en discuter à table. Et je dis, le mec est vraiment con, hein, c'est vraiment... Et ça me gonfle. Et je vois que mes gamins, ça les blesse. C'était quoi le commentaire en question, tu Je te sais rappelles? plus, mais c'était sur le fait que je sois un gros mytho, que, Mm.
que je m'invente une vie, que machin. Puis c'était sur un sujet, ouais, ça me touchait. Je dis, tiens, je vais appeler le mec. Et donc, bah, tu sais, tu vas sur Messenger et t'appelles. Mais qui répond pas. Il m'envoie un message sur Messenger en privé. C'est bien Aton. Je fais, ouais, j'y décroche. Le mec décroche. Et là, il me voit. Oh, c'est génial et tout. Je dis, non, mais attends, avant ça. C'est quoi ton commentaire de merde là Quel commentaire? Je me souviens pas. Et je lui relis. Ah, ça, non, non, ben ouais, oh, sur le coup, ouais, non, mais je cherchais, je voulais juste, ouais, j'étais pas d'accord, mais non, franchement, mec, respect pour ce que tu fais et tout. Mais j'ai fait chialer mes gamins, là. Moi, j'exagère un peu le truc, tu vois. Ah, pardon, je dis donc, bah, tu l'effaces. Ah, ouais, non, mais sinon, désolé, non, mais sinon, je kiffe ce que tu fais. Bah, change ton commentaire et tu le fais savoir. Mm. Parce que, tu vois, là, j'ai ton Messenger et si tu recommences, sache mon passé, tu vois, militaire, au GIGN, je peux avoir ton adresse IP. Mm. Et demain, je suis chez toi. Tu vois, si je Mm. t'appelle, je vais Ouais. créer de la proximité. Ouais. La confrontation avec la vraie vie. Ah bah là, Mm. c'était... Et j'en ai appelé à peu près, j'estimais, à 40. Mm. 40 haters. Tous retournés. Mais à un moment donné, il y a un mec qui me partage un groupe WhatsApp d'un gendarme. Un gendarme qui parlait sur moi, mais vraiment avec... Ce qui me gênait, c'est que dans ce groupe WhatsApp, il y avait des civils. Et lui me dit, je suis un peu gêné parce que moi, je te suis. Et ce qu'il raconte, ça colle pas, quoi. Lui dit qu'il t'a connu, mais ça fait mal, en fait, quand un gendarme va dire, ah, j'ai connu Aton, et il fait ci, il fait ça. Ben, alors que le mec, je l'ai jamais vu. Donc j'ai dit, bah, donne-moi son numéro. Il me dit, ah, mais non, il va savoir que c'est moi. J'ai dit, attends, je trouve que c'est grave. Donne-moi, assume à un moment donné. Putain, tu me partages le truc, soit ne me donne pas l'info Mm. et garde-la pour toi. Mais si tu me dis ça, moi derrière, forcément, je vais envoyer un scud. Donc il me donne le numéro du mec et je l'appelle. Bah, le mec, il était décomposé. Je l'appelle sur WhatsApp. Donc il a mon numéro. Mm. Et bah, il me dit non, je suis désolé, machin. Bah, j'ai voulu me faire mousser en disant que je te connaissais, puis en même temps, comme certains n'avaient pas forcément une bonne image de toi, parce que oui, arrogant, prétentieux, machin. Tu sais, en France, quand tu dis ce que tu as fait, je dis j'ai réussi ça. Et le dire, ah ben non, il faut de l'humilité. Tu sais, c'est pas pour rien que les personnalités préférées des Français, c'est Zidane et Goldman. Dis-moi la dernière fois que tu as vu Zidane et Goldman à la télé Mm. ou dans une interview, on les voit pas. Mm. C'est ce que les Français aiment. C'est ce qu'ils appellent l'humilité. Non. Et tu penses que ça dessert un peu la cause, l'humilité? Bah, je pense qu'il faut à un moment donné ouvrir sa bouche à bon escient. Justement, c'est ne pas trop l'ouvrir pour lui donner de la valeur. Et je pense avoir fait trop d'interviews au tout début. Mais je répondais en même temps, j'étais un peu obligé. C'était une promo de livre. Mm. Et puis, j'ai croulé sous les demandes. Mm. Donc, j'en ai fait beaucoup. Je me suis beaucoup répété. C'est pour ça que j'ai dit maintenant, j'arrête. Enfin, j'arrête pas les interviews, mais j'arrête de parler de mon passé au GIGN. Je pense que ça y est, le sujet, il est essoré. À d'autres de prendre le relais. Parce que j'ai des collègues qui me soufflent à l'oreille ce que je devrais dire. Mais à un moment donné, allez-y, les gars. Mm. Alors, ils veulent pas prendre les pots de banane, les tomates pourries dans la gueule et tout ça, mais à un moment donné, exposez-vous, quoi. Mm. Moi, donc voilà, je pense que ouais, il y a beaucoup de croyances autour de tout ça. Enfin bon, bref, ouais. Mm. Là, tu as un peu ouvert la voie parce qu'on voit Bernard Tellier qui s'expose, bon, qui s'exposait déjà un peu avant, mais il a un peu le vent dans le dos maintenant. David Corona aussi. Mhm. C'est toi qui as ouvert la voie, vous vous parlez un peu, c'est quoi vos relations? On a très bonne relation. Moi, sur par exemple, j'ai eu une conférence il y a quelque temps. Je trouvais que c'était préférable que ce soit un négociateur qui la fasse. Je l'ai proposé pour Bernard Tellier. Alors, il prend pas. Mais je pense qu'on est assez sport et on se comporte en frère d'armes. Après, sur le dernier film là, de Guillaume Canet qui portera sur le GIGN, David Corona, qui travaille sur le film, m'a proposé. Il y a eu un refus. Je gratte encore savoir si c'est la prod ou que la gendarmerie. Mm. Mais voilà, j'ai été écarté du projet. Je pense que c'est pas très judicieux. Mm. Mais ça, c'est mon avis, hein. Après, ils ont leurs raisons et j'ai mes raisons aussi de croire que c'est pas judicieux. Mais entre nous, non, ça se passe bien. Alors après, moi, si j'ai ouvert des voies, genre, franchement, je pense avoir vraiment essuyé les plâtres. Mm. Parce que j'ai vraiment pris cher, hein, c'est Oui, ce qu'on disait. c'était moi, oui. Je continue encore à prendre cher. Maintenant, j'ai l'impression que pour eux, ça se passe un petit peu mieux. Moi, je reste en fait dans cette vision du public où je reste un peu sur la première image. Tu sais, on dit la première image, C'est et la pas première image, c'est peut-être un mec un peu arrogant et prétentieux. Je pense que ça me collera encore un peu. Et je pense qu'il faut l'assumer.
et je vais continuer à dire les choses comme je les pense, mais le faire beaucoup moins, réfléchir peut-être beaucoup plus avant de parler pour être beaucoup plus percutant. Les gens prennent comme ils veulent. Je suis pas là pour faire plaisir non plus aux gens, mais avoir ouvert la voie, je suis assez fier. Parce que derrière, il y a quand même Alex Franchasès qui a sorti aussi Oui, son c'est livre vrai. chez Nimrod. Il y a eu Louis Saillant. Mm. Et puis il y en a d'autres qui suivent. Donc David Corona a écrit son livre aussi. Donc voilà, c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien et je suis convaincu que le partage aide les novices, les jeunes qui s'inspirent justement de ces partages. Mm. Par contre, il faut bien avoir conscience que c'est une vision Mm. d'un homme Oui, c'est sur biaisé. une institution. Donc c'est biaisé, mais c'est biaisé oui et non. Moi, j'ai fait 20 ans d'armée, donc le regard, il est avéré, se dire Mm. sur j'ai pas fait 3 ans de Mm. passage où je raconte non, je raconte sur 20 ans de carrière Mm. et puis plus de 100 000, bon bah ça j'ai pratiquement le record Et ça, c'est sur tous incroyable. ces livres qui Ouais. sont sortis même après. Mm. C'est reste le livre le plus vendu. Alors j'en tire une satisfaction personnelle quand même Bah, il faut bien, oui. parce que ouais, j'ai pris cher, Mm. mais en même temps le partage il continue Mm. à se faire et ça reste un livre référence. Tu as parlé vraiment beaucoup de partage. Donc, c'est vrai que tu as partagé dans les livres, dans les conférences, dans les vidéos, dans que sais-je encore. Et aussi beaucoup, beaucoup sur Instagram. En story, t'envoies, en Reels, t'envoies, etc. Comment tu fais un peu le contenu dans ta tête? Est-ce que tu as un plan éditorial? Est-ce que tu te dis, bon, là, tel jour, je parle de ça, tel jour, je parle de ça? Ou alors, au contraire, tu fais tout à l'arrache en mode, bon, bah, je me réveille ce matin, je suis énervé, je fais une story énervée, je me réveille ce matin, je suis de bonne humeur, je fais quelque chose d'inspirant. Où est-ce que tu arrives à trouver de nouvelles idées? Et comment tu arrives à un peu alimenter tes réseaux? Les réseaux sont alimentés en fonction de mon humeur. Contrairement à mon plan de carrière à tonnes, acteur et auteur. Où là, c'est très réfléchi, exactement comme quand j'avais 16 ans et que je commençais, tu vois, à mettre en place, dire voilà, à 25 ans, j'irai au GIGN et à 40 ans, je serai acteur. Là, sur Instagram, c'est pas le défouloir, mais je partage beaucoup de gens qui ont soit des gros comptes ou des petits comptes. Parfois, il y a des gens, ils vont mettre des choses intéressantes, ils ont 1000 abonnés. Je regarde pas vraiment en fait le nombre d'abonnés qu'ils ont, mais je trouve que si le contenu est pertinent, je le partage parce que dans l'instant, ça fait écho. J'ai pas envie d'avoir quelque chose de programmé sur les réseaux parce que c'est tellement changeant, Mm. l'environnement est tellement changeant que si je le programme, je vais à l'échec, selon moi. Ok. Selon moi. Euh, la géopolitique change, le mood en France va changer. On est dans les JO. Avant, ça se passe mal, on va se planter. On est dans les JO, ça se passe super bien et tout va bien. Donc, parfois, je vais donner un avis sur un truc à chaud et je le précise bien que c'est à chaud, que c'est mon avis. Et j'invite les gens à prendre du recul sur même cet avis que je partage. Et je trouve ça bien, en fait, de Mm. pouvoir le faire, mais je le fais de moins en moins Mm. parce qu'effectivement, ça a des conséquences. Parce Mm. que j'ai des gens qui, parfois, me suivent et prennent pour argent comptant ce que je dis. Et quand je le dis à chaud, c'est pas forcément très informé. Mm. Donc c'est en ça où je trouve Mm. que ça peut être dangereux dans mon Mm. partage. Donc, Donc j'essaie un peu plus de poser les choses, mais en story, je garde cette possibilité de. Puis tu as vu, dans les réels, je prends un peu moins de risques. Mm. Finalement, du coup, tu es quand même un peu dans la vague de la culture de l'instant sur tes réseaux. Ouais, Là où sur le reste, c'est vraiment sur le temps long. ouais. Mm. Et tu vois, un truc que j'ai vraiment super envie de te demander, c'est tout ce que tu as fait avant, j'ai l'impression que ça dépendait de toi. Toi, le GIGN, bah, faut que tu passes les tests. Bon, même s'il y a des instructeurs qui peuvent te mettre des bâtons dans les roues et tout, normalement, si tu as le niveau et que tu présentes bien, tu y rentres. Le livre, c'est pareil. Enfin, c'est toi qui décides de l'écrire. Il faut trouver une maison d'édition, mais je veux dire, la barrière à l'entrée, elle est peut-être un peu plus faible Mm. qu'au cinéma. Là, s'il y a bien une barrière à l'entrée, quelque part, c'est là. Comment tu vis le fait de remettre à quelqu'un d'autre ton destin? Parce que directeur de casting, ah ben en fait, il y a du boycott à droite à gauche parce que ceci, parce que cela. C'est pas super frustrant, toi qui es un mec qui arrive à la force de ses bras, entre guillemets, et que là, bah, en fait, tu dépends de trop de paramètres. De l'industrie du cinéma. Mm. C'est hyper frustrant parce qu'en fait, quand tu regardes, est-ce que le mec a une gueule? Alors, je suis pas, attention, hein, je suis pas à me toucher devant le miroir, mais quand je regarde, toi, par exemple, on me propose des pubs sur une moto. Euh, j'ai rien contre Pierre Ninet, je l'adore comme acteur. Mais tu mets Pierre Ninet torse nu ou avec une veste en jean ouverte sur une moto et tu me mets moi sur un custom, je parle, tu vois.
euh, Ouais, c'est la représentativité, tu veux dire. voilà, sur la représentativité d'un certain personnage qui est qui peut avoir du crédit par la gueule, mais qui a du crédit aussi par son passé. Stallone est Stallone parce qu'il a le passé qu'il a. Tu vois, Mm. Schwarzenegger, il a du crédit parce qu'il a un passé aussi, Monsieur Univers, je sais pas combien de fois. Et ça donne quelque chose de. Ça donne une assurance déjà dans le personnage. Il est sûr de lui parce qu'il en a chié. Et il a réussi des choses là où beaucoup ont échoué. Lui, il a réussi et plusieurs fois. Ce qui fait qu'en tant qu'acteur, bam, il en impose. Après, il y a un talent, tu l'as ou tu l'as pas. Mais en tout cas, déjà, le personnage, les gens, ils y croient. En ce qui me concerne, j'affiche 20 ans de carrière militaire, plus un peu sportif, puis un passé qui est quand même assez atypique, quoi. Tu vois, ça fait de moi un personnage en lequel on peut croire. Je dis pas qu'on croit, mais Mm. on peut y croire. Physiquement, je m'entretiens tous les jours. Je travaille en fait pour donner dans le milieu du cinéma une image qui a l'adéquation avec les croyances qu'il y a sur le GIGN, tout ce qu'on peut associer. Mais moi, je me serais embauché 10 000 fois. Et je suis sûr que c'est encore présomptueux ce que je dis, mais je suis sûr que celui qui croira en moi en tant que producteur et qui me donnera la chance ne sera pas déçu parce que cette capacité de travail que tu disais avant, j'arrive, j'ai travaillé mon truc. Dedans, je suis à fond. Et après, je continue à travailler. Un film, tu sais, c'est une préparation. La préparation, tu me proposes d'être, je sais pas, je dis une connerie, chirurgien dans un film. Rien à voir avec ce que j'ai fait. Si je peux avoir la possibilité de passer 3 mois, 6 mois dans un hôpital, en urgence, d'assister à des opérations, mais moi je le ferai. Et je dirais pas, oh là là, j'ai pas le temps, oh là, c'est dur, j'ai pas. Non, mais c'est bon, donnez-moi vite fait des tips, c'est tout. Non, non, je ne serai pas comme ça. Mm. Pendant le jeu, je serai à fond, je serai isolé pendant tout le temps du tournage. Et sur la promotion, je porterai un message que les chirurgiens auraient à. Il n'y a pas assez de, il y a pas assez de, il y a moyen dans la médecine, on met pas assez, on délaisse. Quel que soit le message, mais je le porterai. Et à fond. Mm. L'engagement. Mm. Souviens-toi, c'est le premier Ouais. mot qu'on a dit. Je suis persuadé qu'un acteur doit être porteur de certains messages ponctuellement. Voilà, on veut lui donner. Et Je suis prêt à en porter, mais c'est sur compliqué. sur tes 2 premiers films, tu as joué avec Cantona, tu as joué avec Daniel Auteuil, tu as Mm. joué avec Jamel Debbouze. Donc là, tu avais enfoncé les portes avec les 2 pieds. Après, on t'a vu sur Amazon Prime. Il y a quand même une petite rupture entre les deux, enfin en tout cas une rupture temporelle. Une grosse rupture. Donc qu'est-ce qui se passe? Je pense que le dernier livre a fait qu'on m'a classé politiquement. Mhm. Je pense que la politique s'est invitée dans mon image, alors que j'avais rien demandé. Ça, je ne l'ai pas vu venir. Parce que tellement dans mon quotidien, c'est tellement improbable que. Voilà, mais quand tu parles sur tes sécurités, tu es forcément extrême droite. Donc voilà, j'y croyais pas. Ça, c'est fait. Je ne l'ai pas maîtrisé. Maintenant, je ne maîtrise pas, c'est vrai, le cinéma, euh, l'industrie actuelle. Par contre, ce que je maîtrise, c'est l'écriture de projet et ma mise en scène. C'est-à-dire que aujourd'hui, non, mais là, j'ai écrit un roman qui est largement adaptable au cinéma. Il y a déjà une option qui avait été posée dessus. Mais le budget, c'est entre 30 et 50 millions. Donc, c'est trop, si tu veux, pour m'imposer comme ça, arriver avec un gros projet comme ça. Il faut déjà avoir une équipe, avoir le bon réalisateur, avoir le producteur, avoir le distributeur. Enfin, que tout ça, que les acteurs signent un papier en disant voilà, moi, ça m'intéresse et je ne l'ai pas. Mais le roman va sortir et j'y crois. Je pense que c'est juste une question de temps. Mais derrière, en fait, ce que je veux faire avec les ventes des livres, c'est ma stratégie, ça. Hein. C'est gagner suffisamment d'argent pour monter ma petite équipe et faire un huis clos. Parce qu'un huis clos, ça coûte pas. On peut faire un film, en fait, là. Tu peux préciser ce que c'est un huis clos? Un huis clos, c'est un film qui va se passer, par exemple, Garde à vue. Alors, c'est un vieux film, hein, avec Lino Ventura et Michel Serrault. Ça se passe dans un commissariat. Voilà, en fait, c'est un bureau, 2 hommes, et il se passe quelque chose. Et ça dure 1 h 30. Ça ne demande pas un grand budget. Alors moi, comme je serai mon propre réalisateur, producteur, bah, je ne me paye pas en tant qu'acteur, je ne me paye pas en tant que réalisateur. L'équipe, après, bah, moi, avec les moyens que j'ai, je vais prendre l'équipe, et puis on va optimiser. Je vais préparer bien en amont mon rôle. Et puis, bah, je peux même tourner tout seul. Regarde le film avec Tom Hardy, Locke. Il est dans une voiture, il y a je ne sais pas combien de caméras, et il ne fait que répondre au téléphone. Et en fait, comme j'aime les personnages comme ça avec de la profondeur, mais qui ne demandent pas, c'est pas un Marvel, ça ne demande pas beaucoup de moyens, bah, si le cinéma ne m'ouvre pas ses portes de manière traditionnelle, hein, on passe un casting, on rentre, parce que
je suis boycotté ou parce que je n'intéresse pas. Parce que je pense que oui, il y a peut-être un boycott, hein, mais je veux pas non plus m'enfermer là-dedans. Je pense que sincèrement, je n'intéresse pas plus que ça. Beaucoup, dans la rue, je suis reconnu. Je vais dans le milieu du cinéma, les gens me connaissent pas, quoi. Hmm. C'est bon. Tu sais, c'est des petites familles, hein. Le GIGN ne s'intéresse pas à grand-chose à part le GIGN, Hmm. et le cinéma ne s'intéresse pas à grand-chose à part ce milieu-là, quoi. Hmm. Et puis moi, je suis entre les deux. Donc tu as le recul de dire que peut-être que tout simplement, tu corresponds pas à ce qui est recherché. En ce moment, je corresponds pas dans les critères en ce moment. C'est En quoi ce- les critères en ce moment? En ce moment, on aime beaucoup les minorités. Hmm. Les LGBT qui ont beaucoup de revendications sont mis en avant de plus en plus parce que c'est politiquement correct. Je pense qu'il y a plus de racisme en ce moment dans le cinéma en employant des gens racisés. Tu sais, j'ai eu des projets où on m'a dit ce serait bien que tu trouves des gens racisés dans ton équipe. Il faudra dire que t'as que ça. J'ai Il trouvé. faudrait les prévenir. Alors, c'est quoi? Non, mais j'ai trouvé ça extrêmement raciste. Ouais, oui, ça l'est. J'ai dit je ne tiens pas compte Mm. de la couleur de peau des gens. Mm. J'ai monté mon équipe par rapport aux compétences. Et quand j'ai donné ma feuille de match, tu vois, de mon équipe, on m'a dit ah c'est bien, t'as vraiment pris des gens, des noirs, des arabes, il y a vraiment de tout dans ton équipe. Ah c'est bien, t'as tenu compte. J'ai dit non, je t'arrête, j'ai pas tenu compte. Si ces gens-là sont là, c'est parce qu'ils sont compétents. Si ça avait été un blanc plus compétent que l'homme qui est noir, là, sur la photo, c'est le blanc qui aurait eu le poste. Mm. Mais il se trouve que lui, il est meilleur, et qu'il soit noir, j'en ai rien à foutre. Mm. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je pense que moi, je suis blanc, je suis dans le truc classé, voilà, politique. Voilà, ça a été un jugement à la hâte, c'est une erreur. Est-ce que je leur en veux? Non, maintenant, ça me booste pour faire mon propre cinéma. Et le roman, on a commencé à l'écrire en avril 2020. On est en 2024. Mm. Je veux vraiment faire un truc chiadé. Mm. Moi, mon roman, je pense que... Enfin, notre roman, parce que Jean-Luc Riva travaille beaucoup avec moi aussi, j'amène beaucoup d'idées, tu vois, de trucs que je rajoute. Parfois, il me dit, ouais, ça c'est trop perché, ça oui, ça non. Donc pour préciser, ton roman, c'est ton 4e livre, hein, c'est ça? C'est mon 4e livre. Et j'y crois vraiment. Et je pense qu'on va avoir un produit fini qui va être vraiment de qualité. Et dans le cinéma, si c'est moi qui me produis, je veux faire la même chose. Tu vois, Tarantino, c'est film numéro 1, film numéro 2, jusqu'à son 10e film, je crois. Mais chaque film est un chef-d'œuvre. Kubrick, chaque film traite d'un sujet, est un chef-d'œuvre. Eh bien, je pense que je veux amener ça. Je veux pas dire, je vais faire un essai, je vais faire un huis clos, pour faire un huis clos, parce que c'est pas cher, puis on me verra. Donc, effectivement, par rapport à ce qui était annoncé au début au QG, ouais, Aton, il veut faire du cinéma, c'était de passer dans un magazine, Journal du Dimanche, je sais plus, en gros, en double page, Aton, je veux faire du cinéma. Et je crois que j'ai été pris pour un mec hyper présomptueux. On a dit, hey, tu vas te calmer, parce que tu as vu de la lumière, tu quittes le GIGN, tu as un peu de notoriété, et tu crois que tu veux faire du cinéma. Non, 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 les gars, non, moi, ça fait depuis que j'ai 7 ans que je veux faire du cinéma. Et j'ai presque fait le GIGN dans l'espoir de faire du cinéma. Donc, non, c'est pas ça. Je suis acteur déjà depuis longtemps. Mais c'est une question d'interprétation, de croyance. Et comme les gens croient plus qu'ils ne se documentent et ils s'informent réellement, ou à m'appeler, dire qui tu es, viens faire des essais. Tous les essais, tous les derniers castings que j'ai faits, j'allais au callback. Alors, le casting, par exemple, c'est un peu comme au GIGN, tu vas avoir les tests. Tu vas avoir 100 personnes. Et puis, si tu corresponds, si on voit que tu peux avoir le rôle, on te fait le prestage. Au GIGN, c'est le prestage. Et là, on n'est plus 100, on est 20. Et là, le callback, c'est ça. On est 100 au casting, on est 20 au callback, et à la fin, pour un rôle. Et sur une série, par exemple, Cœur Noir, on se retrouve à 2. En fait, moi, je l'ai su après que c'était Nicolas Duvauchel. C'était lui ou moi, tu vois. Je suis super fier d'atteindre ce niveau-là. Mais à chaque fois, ça... Ouais, c'est premier ou rien, quoi. Voilà, et souvent, on me prend pour le premier ou rien. Et je trouve ça hyper flatteur. Il y a un jour un réalisateur, il me dit, moi, dans mon film, là, premier rôle, je te verrais bien. Mais je dis, mais t'as pas d'autre rôle. Je sais pas, fais quelque chose qui peut me mettre bien, tu vois, montrer un peu... Il dit non, il dit ça, tu veux le jouer? J'avoue que non, ça non. Bon, on va attendre. Mais qu'est-ce qui t'anime tant que ça dans le cinéma? Parce que je t'avoue que, moi, je suis de la génération réseaux sociaux, télé, tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui fait du cinéma quelque chose de si fort, de si grand, de si majestueux?
C'est d'interpréter qui on est avec le masque du rôle. C'est profond, je veux bien que tu me précises. D'interpréter qui on est avec le masque du rôle. Est-ce que c'est pas C'est-à-dire que... l'inverse? D'interpréter le rôle avec le masque de qui on est. Eh ben non. Si je mets le masque du Joker, Hmm. je vais être le Joker. Mais en fait, je vais interpréter ce qu'il y a de plus profond en moi. Je vais mettre en avant des choses qui sont viscérales, des colères qui sont en moi pour jouer justement ce Joker, pour le rendre crédible. Et en fait, c'est comme une thérapie, c'est-à-dire que je vais... Alors, on peut s'y perdre, hein. Il y en a un qui s'est suicidé, hein, des Jokers. Euh, mais, euh, mais je trouve qu'on va délivrer un message, exorciser une peur, créer un personnage avec la personne la plus... On est jamais tout bon ou tout mauvais. On est un mélange de tout ça. Et si je joue un jour le rôle d'un antagoniste, d'un méchant, tu vois, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais tout bon, mais dans les films, on aime bien être un peu binaire, quoi. J'aimerais bien, parce que je vais sortir tout ce que j'ai de plus mauvais en moi, mais ce sera moi. Hmm. Par contre, je suis protégé derrière un rôle. Mais je vais y mettre, moi, tout ce que j'ai de plus mauvais en moi. Et c'est là où je dis que je suis prêt à être acteur, parce qu'en fait, je ne mentirai pas. Et je suis persuadé que les meilleurs acteurs sont les acteurs les plus sincères et ceux qui se mettent le plus en danger, qui jouent sur cette corde. À limite, être au craquage, quoi, tu vois. Hmm. Et Qu'est-ce que tu appelles le craquage dans ce contexte-là? qu'en fait, tu t'y perdes. Mhm. L'avant-dernier, putain, j'ai plus son nom, Heath Ledger qui se suicide parce qu'il a atteint en fait le point de non-retour. Tu sais, moi j'aime beaucoup ces expériences, j'ai beaucoup fait ça dans ma vie, hein, à partir en routard avec rien pour n'avoir rien et être dans un contexte hostile. Je suis allé en Afrique, alors on va dire que l'Afrique est hostile. Oui, quand tu connais pas, que tu es européen, que tu as un certain confort et que tu pars là-bas avec rien dans les poches, pas d'argent, rien, et pour voir qui tu es aux yeux des autres et que tu te débrouilles comme ça, c'est une mise en danger. Et ça peut te porter préjudice. Tu peux y laisser ta peau parfois. Sur un film, je dis pas que tu peux y laisser ta peau, mais tu peux y laisser des plumes, que psychologiquement, tu peux aller chercher des choses très enfouies en toi et au service du personnage, parce que tu crois justement à ça. Moi, je pourrais jouer le rôle du harceleur. J'étais harcelé quand j'étais gamin. Ou alors jouer le rôle de la victime du harcèlement. Et je vais faire ressortir des choses qui sont en moi. Peut-être que j'arriverai pas à les sortir complètement et en sortir indemne du film. Mais si ça sert une cause, et moi en fait je suis un mec de combat, Hmm. je suis un mec d'engagement, j'ai envie de servir des causes, pas n'importe lesquelles. Un film pour moi c'est un projet qui va être sur un an comme un livre, et je m'y engage à fond. Et le rôle qu'on me donnera, mais ce sera le plus beau cadeau. Et je m'engagerai à fond. Donc si on me le donne pas, je le prendrai. Et peut-être que je tournerai un film peut-être en 2025. Si j'en ai pas, je pense qu'en 2025, je ferai un film. Un huis clos, quelque chose qui sera peut-être même dans ma voiture, tout seul. Mais je veux qu'il soit suffisamment... alors je dis barré parce que faut toujours utiliser des mots forts pour que les gens soient un peu heurtés, mais un film barré qui fera réfléchir. Hmm. Voilà. Et du coup, là, si on parle de tes prochains projets, qu'est-ce qui arrive là imminemment? Alors il y a il y a des choses dont je peux parler qui sont le roman Ouais. qui arrive en fait, qui sera une fiction. Alors, dire une fiction inspirée de faits réels, j'ai demandé à mon co-auteur qu'on le retire parce que je trouvais ça très faux cul en fait. De dire c'est une fiction inspirée de faits réels. On n'est ni dans l'un ni dans Ouais. l'autre. Toute On sait- ressemblance avec la réalité serait fortuite. Voilà, je Ouais. trouve ça un peu Mm. hypocrite. Donc, soit on assume le fait réel, inspiré de faits réels, ou alors c'est une fiction. Bon, je le dis sur l'interview, c'est clairement inspiré de faits réels, mais on reste quand même dans la fiction. Alors ça va dire, je suis pas beaucoup moins hypocrite en Oui, le ce que disant j'allais ça, dire, c'est pas très précis. mais non, je me suis inspiré en fait, comme Jean-Luc, on s'est inspiré de choses dont on a pu être témoin dans notre parcours militaire, des positionnements politiques, euh, des relations internationales. On a pu être à un moment donné au cœur d'enjeux un peu géopolitiques, et c'était super intéressant, et on en a tiré des, euh, des visions, tu vois, des petites expériences Mm. qu'on relate un peu dans ce livre-là. Mais ça sert une fiction. Et la fiction, en fait, c'est un contrat d'armement entre la France et un pays du Moyen-Orient. Et on voit, en fait, on va découvrir toutes les coulisses. Il y a un grain de sable. J'ai un grain de sable aux yeux politiques, aux yeux humains. C'est un homme qui est le grain de sable de ce contrat d'armement. On va voir pourquoi il s'oppose,
pourquoi il essaie d'enrayer la machine. Si je fais un truc, j'ai envie que ça ait du sens. Et les gens me jugeront par rapport à cette histoire, peut-être. J'y mets un peu de moi, Jean-Luc y met un peu de lui aussi dedans, et ça sera un cocktail qui sera très détonnant. Sincèrement. Voilà, ça c'est Mm. le prochain projet. Alors, s'il est aussi controversé, si on peut dire ça comme ça, je sais pas si tu une tournée des médias, mais tu t'attends à qu'il y ait un retentissement derrière. Alors, non, pas forcément, parce qu'on est en auto-édition. On va passer par Amazon. Mm. Donc, on va dire, putain, le mec, il passe par Nimrod. Ensuite, Albin Michel. Et bing, il tombe auto-édition. Pourquoi? Parce qu'en fait, tel que je m'engage dans la promotion, je trouve que ce que je gagne, pour être très honnête, hein, quand l'éditeur me paye et quand je vois comment je me suis engagé, Mm. je trouve que le compte n'y est pas. Alors après, les choses sont faites comme ça. Hein, c'est pas moi plus que d'autres. Hein, c'est que mais comme je m'engage beaucoup, comme tu disais parfois, je surdonne. Hein, je vais donner à outrance. Bah forcément, je trouve que c'est pas. Donc je prends un risque hein, avec Jean-Luc. Hein, Jean-Luc, il était sûr. Je crois en notre base solide de gens qui nous suivent, qui nous supportent pour pouvoir acheter le livre et croire en ce livre et le lire et le faire connaître et pas le prêter surtout. Mm. Et par contre, au niveau des médias, j'ai rien. Mm. Je pense que j'aurai rien. Ce que j'allais dire, est-ce que l'argent, entre guillemets, que tu vas gagner parce que c'est une autoproduction, enfin auto-édition, pardon, est-ce que tu vas pas le perdre avec le delta qu'il y a entre la promo que, par exemple, Albin Michel ou Nimrod pourraient t'offrir? Est-ce que toi, tu peux t'offrir tout seul? Moi, je pense sincèrement que je vais être gagnant. En plus, ils sont rentrés très très tôt dans le projet. Albin Michel en 2021 ou 2022. Nous, on leur a proposé en fait le roman. Ils sont arrivés, ils ont dit oui, ça nous intéresse et tout. Mais vous allez écrire un livre avant. Mm. Et on a écrit Se préparer au pire. Et derrière, ils nous ont pas suivis sur le roman. On a été un peu abandonnés, on va dire. Voilà. Un problème d'engagement encore? Ouais, pour moi, oui. Pour moi, c'est Mm. un problème d'engagement. Je crache pas sur les gens qui m'ont embauché. Et ils ont travaillé. Un travail a été fait sur Se préparer au pire. Après, moi, je suis très exigeant. J'aurais aimé plus. Puis j'aurais aimé que derrière, oui, j'aime la loyauté, la fidélité. J'aime travailler avec les mêmes personnes. Donc, j'ai pas envie de cumuler les éditions. Si je vais ailleurs, c'est que vraiment, il y a un engagement à long terme, mais pas du one-shot. Je suis pas pour le one-shot. C'est pas mon truc. Euh, tu vois, ben, regarde, aujourd'hui, on est sur une interview. Normalement, j'en fais pratiquement plus. Mm. Je viens parce qu'il y a c'est loyal entre nous, tu vois. C'est fidèle et il y a une amitié. Voilà. Donc, moi, je fonctionne comme ça. Si ça fonctionne pas comme ça, bon, bah voilà. Si c'est du business, faut me le dire clairement. Mm. Moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'affect et c'est ce qui Ouais. fait que je me fais souvent avoir. Donc, on va tenter l'auto-édition. Derrière, avec ce qu'on va gagner, alors on va gagner, c'est divisé en deux. Entre ce que Jean-Luc va gagner, il fera ce qu'il voudra. Moi, dedans, je pense que je réinvestirai dans peut-être le cinéma. Et puis, s'il n'y a rien, j'irai faire autre chose, quoi. Mm. Je... Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Parce que tu as quand même beaucoup de cordes à ton arc. Bon, les gens ne le savent pas, tu as quand même plein de talents différents. Tu as choisi d'en exploiter quelques-uns à certains niveaux. Mais ta force de travail, ta discipline, parce que c'est ce que je te disais la dernière fois, c'est que 90% des petits garçons ont rêvé d'aller au GIGN, 90% des petits garçons ont rêvé d'être acteurs ou de footballeurs ou que sais-je. Sauf que toi, en fait, tu t'es dit, ouais, je vais le faire. Je vais Ouais. partir de Charente et je vais aller au GIGN, ensuite je vais devenir acteur, etc. Et en fait, quoi qu'il en soit, peu importe ce qui se passe là maintenant, ton CV, il est écrit. Enfin, je veux dire, tu as tourné avec Daniel Auteuil, tu as tourné avec Janelle Debbouze, tu as tourné avec Eric Cantona, tu as tapé 15 ans de GI, tu as contré tout le monde. Et là maintenant, c'est quoi la... Bah, pour moi, dans le cinéma, je suis encore dans les vestiaires. Hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un film où j'ai pu donner ce que j'avais à donner. Donc, il y a deux possibilités. Soit j'ai un projet. Alors, actuellement, il y a quelque chose. Pour l'instant, je ne veux pas en parler. Il y a quelque chose qui me tient mais vraiment, vraiment à cœur. Et si ça se fait, c'est un truc de dingue. Mais vraiment de dingue. Et ça aura la même saveur que ce qui s'est passé avec Thierry Preugnot au GIGN. Pour l'instant, voilà, c'est du stand-by. Et pareil, comme tu dis, je peux faire mon maximum, mais la balle n'est pas dans mon camp. Voilà, c'est pas moi qui tiens le projet. Donc le choix, c'est pas moi qui l'ai, c'est la production. À elle de choisir. Je sais ce qu'elle pourrait arriver à faire, un truc vraiment bien. Mais bon, ça c'est moi et je crois dans mes projets. Faut croire en moi comme moi je crois en moi. Ça c'est pas forcément évident. Par contre,
je me donnerai la possibilité de faire un film. Et si c'est filmé au portable et balancé sur YouTube, un film de 1 heure, ce sera comme ça. Si c'est en 2025, c'est en 2025. Si c'est en 2026, ce sera en 2026. Mais il y a un truc au risque de choquer un peu les gens. J'ai pas envie de donner en étant sous-évalué. C'est-à-dire qu'on m'a proposé des postes à un moment donné où je pouvais avoir besoin d'argent. On m'a dit, bah écoute, tu peux bosser dans la sécu. On m'a proposé un boulot de chef sécu pour centre commercial. J'ai décliné. C'était bien, j'avais besoin d'argent. C'était bien payé. Mais en fait, je me connais. Si je prends le boulot, je vais faire plus que ce qu'on va me demander. Parce que c'est plus fort que moi. Mm. Je vais révolutionner, c'est-à-dire que je vais organiser, je vais faire des modules de formation interne. Tout que ça n'existait pas. Ben moi, je vais les créer. Ensuite, on va essayer de faire une formation diplômante en interne pour que les gens, quand ils quittent, ben, tu vois, toutes ces idées-là que j'ai, parce que moi, les problèmes me sautent aux yeux Mm. et les solutions me sautent en même temps aux yeux. Et souvent, ben, je passe beaucoup de temps à aider, alors en DM, même parfois sur les réseaux, je passe beaucoup de temps à aider comme ça les gens. Est-ce que ça me nourrit? C'est très énergivore. Parfois, je me dis arrête tes conneries, va écrire, arrête de donner comme ça, même si ça reste un plaisir. Et bah, je préfère mettre des boîtes de conserve en rayon, Mm. payer au SMIG, être payé 1000, 1400, 1500 balles par mois, en bossant de 2 heures du matin jusqu'à 8 heures du matin, plutôt que d'aller bosser à 3000 euros et de donner en fait toute mon énergie. Parce que si je mets des boîtes de conserve en rayon, tu sais, le fait d'avoir travaillé, d'avoir galéré il y a 20 ans de ça, quand je faisais des métiers qui étaient alimentaires, mon cerveau bouillonnait pour la suite. Mm. Et en fait, mettre des objets en rayon, je réfléchis pas, mais par contre, ça me laisse du temps pour rêver. C'est quand même physiquement fatigant comme métier. Ouais, mais j'ai cette capacité-là. Mm. C'est pas déshonorant. Pour moi, il n'y a pas de saut métier. Mais par contre, le fait de ne pas avoir pas avoir de responsabilité dans un boulot me permet de réfléchir à ce que je vais faire à côté. Et quand je rentre chez moi, j'écris. Et puis, je peux très bien mettre en rayon, avoir un dictaphone et travailler en même temps. Tu Mm. vois. Ouais. Par contre, si tu me donnes une responsabilité, je vais la prendre, je vais avoir le sens de l'engagement, mais je vais mettre en fait toute mon énergie. Ce qui fera que, au final, je pourrai rien faire d'autre. Mm. Et je serai enfermé. Il sera coincé. Je préfère être en galère et avoir les dents qui poussent et les griffes qui poussent et être en mode féral pour aller chercher ce que je convoite plutôt que de rentrer dans le confort d'une routine et de passer à côté de mes objectifs et de mes rêves. Et justement, pour atteindre ces objectifs et ces rêves, ce que tu as fait par 2 fois, et sur des gros objectifs et des gros rêves en plus, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ceux qui nous regardent? On est mais tellement, je veux dire, ils sont écrits les conseils, mais Ça peut être très bien, lisez mes livres, j'ai tout mis dedans. Ce qui est un ouais, conseil qui se tient. ouais, mais je pense qu'on peut on peut donner un peu plus. Vas-y, je t'en Non, prie. moi, tu sais, beaucoup de gens, en fait, les gens qui sont dans l'entourage proche, il y a 2 possibilités. Quand ils veulent te dissuader de quelque chose, c'est soit par bienveillance, mais avec une mauvaise connaissance de ce que toi tu es. Tu sais, les gens ont une certaine pudeur dans leur projet. Et c'est très français hein, de ne pas annoncer ce qu'on va faire. Moi, j'ai eu l'impudeur de dire ce que j'allais faire. Giro, GIGN, je serai acteur. Ça a fait rire beaucoup de monde. Et beaucoup de gens ont voulu me dissuader par bienveillance parce qu'ils savaient que c'était très dur à atteindre et qu'il y avait plus de chances que ça ne marche pas plutôt que ça marche. Donc c'était plutôt bienveillant, je leur en veux pas. Et puis il y a ceux qui savent que tu as le potentiel parce que tu as l'œil du tigre et qui veulent te dissuader parce qu'ils veulent pas que tu leur échappes. Donc d'écouter d'une oreille, en fait on écoute d'une oreille, ça rentre dans le cerveau, mais il y a un filtre en fait à passer. D'où vient justement ce conseil, de qui il est donné, qu'est-ce qu'il vaut. C'est comme en renseignement. Tu sais, dans l'armée, on classifie le renseignement de la source à la valeur du renseignement. Si la source, ça vaut A, déjà, je te connais, pour moi, de source, tu es une source fiable. Donc, tu es A. Je vais prendre quelqu'un dans la rue, n'importe qui. Je vais, par rapport à son allure, la manière dont il va s'exprimer, je vais lui donner une lettre.
Je le connais pas, donc ça peut pas être A. Ce sera peut-être C, D ou F s'il tient des propos incohérents. Et puis après, il y a la valeur du renseignement qui va me donner si c'est crédible ou pas. Tu vas me dire, j'en sais rien, je sais que Trump va passer au mois de novembre. C'est renseignement A. Est-ce que c'est sûr? C'est pas sûr. On va dire, allez, c'est du A3. Et si jamais tu me présentes un truc qui dit, bah regarde, en fait, c'est une grosse magouille et tout, c'est lui qui sera, ou ce sera l'autre Kamala Harris ou machin, mais j'ai la preuve, bon, bah c'est du renseignement 1, avant le... Et c'est ça, en fait, c'est comme ça que ça se fait, la guerre du renseignement. Donc, c'est déjà de mettre ce filtre-là et de savoir qui parle, et de ne pas se laisser influencer sur ça, et de se dire, qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma vie, et qu'est-ce qui m'en empêche, en fait, d'atteindre la suite. Donc, mettre des cliquets. Des cliquets, ça c'est fait. Comme moi, tu vois, le GIGN, c'est fait. Tu dis le cinéma, tu as fait deux choses. Pour moi, le cinéma, non, je ne le compte pas. Moi, je le compte pas. J'ai pas encore mis le truc, c'est bon. Et pourtant, tourner avec les gars avec qui j'ai tourné, mais c'est énorme. Mais j'ai fait une prise, 2 prises. Jamel, il me dit, parce que t'es bon. Je dis, non, j'y crois pas. Alors Daniel m'a dit, non, c'est très bien, j'y croyais. J'ai revu les images. Oui, j'y crois moi aussi, mais je pense que je peux tellement faire mieux. Mais on m'a pas donné cette possibilité, tu vois, de faire mieux, parce que ce que j'ai fait était satisfaisant. Et c'est ça qui est dur pour moi, parce que je peux faire plus que satisfaisant. Toi, tu veux la perfection absolue. Je l'atteindrai pas, mais je veux y tendre. Et je vais avoir une seconde chance, je vais avoir peut-être une deuxième prise, une troisième prise. Joaquin Phoenix a eu... Je parle beaucoup du Joker, parce que c'est vrai que ça m'a pas mal interloqué, enfin, ce rôle hein, du premier, hein, avec Todd Phillips. Et Todd Phillips disait qu'en fait, Joaquin m'a fait tellement Joaquin Phoenix, parce qu'on va croire que je suis pote avec lui. J'aimerais bien. Ça serait bien. Ça pourrait t'aider pour ta carrière. mais les acteurs ne s'aident pas entre eux. Hein. Mais c'est difficile. Mais en fait, il lui a fait plein de versions. Il aurait pu monter tout un tas de films avec ça. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un réalisateur qui me dise vas-y, bah, fais-la comme ça, essaye comme ça, fais-la comme tu veux. Là. Tu la sens comment? Comme ça et tout. J'ai envie de la faire complètement différemment de ce qu'elle a été écrite. Essayons. Mais ça nécessite du budget, ça nécessite du temps, et puis toute une équipe derrière qui accepte ça. Mais je suis prêt, moi je suis prêt. Et le fait qu'on me propose à des premiers rôles, je suis hyper flatté. Enfin, mais j'attends maintenant tu sais, ce petit pas. Souffle. Voilà. Et pour conclure, du coup, dans ce podcast, quel créateur de contenu on pourrait inviter selon toi et que tu pourrais nous présenter? Purée, j'ai lu cette question, j'ai vu passer cette question et j'ai pas réfléchi. Alors, je serais très curieux. Tu sais, ce gars qui a écrit un livre, qui a des astuces, qui dit alors, ma femme, elle est à fond, moi aussi. Hein. On dit toujours, ma femme, elle est là, moi aussi, je suis à fond. Moi, je le suis, toutes ces astuces, tu sais, qui dit, et c'est complètement gratuit. Tu le vois, tu vois. Le gars sur TikTok? Oui. Oui, je vois bien. Voilà. Et lui, il me fascine. Parce que, où il va chercher tout ça. En fait, je serais très curieux de le voir. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait avant ou ce que je fais. Hein. Mais ce mec-là me fascine parce qu'il a les idées. Il est parti sur un truc très altruiste. Et je pense qu'il a moyen de monter un empire financier avec ça. Bah, c'est le processus créatif du coup qui t'intéresse et la recherche d'idées. Quoi. Ouais, je suis très... je trouve ça super intéressant. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu hors champ. T'es le premier, encore une fois. Bah, jamais le premier, hein, définitivement. Toi, hein. C'est, quoi qu'il arrive, t'es le premier à passer la porte dans tous les cas. J'aime bien essuyer les plâtres et casser les portes, tu vois. C'est bien, ça rappelle mon premier métier. Mais oui. Bah, merci beaucoup, Athan. Merci à Jai et merci à Fojo. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si tu veux savoir qui se cache derrière Hors-Champ, c'est l'agence de marketing d'influence Fojo. Notre métier au jour le jour, c'est d'accompagner les annonceurs et leurs agences dans le vaste monde du marketing d'influence. Alors si tu es un responsable marketing ou communication et que tu as envie de travailler avec nous, je te laisse aller dans le lien en description.